Un, deux, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Bonjour, normalement vous devez m'entendre. Bonjour tout le monde, salut. Merci Filmart pour le 10e mois d'abonnement. Bonjour à tous. Normalement on a une très bonne qualité. Alors peut-être qu'il y aura un décalage. Dites-moi s'il y a un décalage entre ma bouche et le son. Parce qu'il y a ça qu'on n'arrive pas encore à régler, le décalage. Mais sinon je pense que vous avez vu que petit à petit on est en train de, plus que de régler les problèmes techniques, on est en train d'améliorer vraiment les émissions. Donc je pense que là la qualité de l'image elle doit être vraiment bonne. J'imagine. Le son, ça doit aller. Là, c'est moi qui gère. Vous avez vu que maintenant, on va pouvoir faire dans les autres émissions avec plusieurs caméras. Alors, pour l'instant, on n'a que deux caméras, mais zéro décalage, sont bien de droite. Ah, bah super, super. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah oui, mais avec la Camlink, j'ai pas de décalage. C'est ça qui est cool. Merci, salut, salut. Merci la grande asperge. Bonjour, effectivement, vous êtes beau. Ah oui. Ah bah oui, la grande asperge, qui est donc, je sais pas trop où là, hein. En Australie. En Australie, c'est ça? Ah là là, il est dans le Pacifique, c'est incroyable. L'image, elle est pas ouf, les gens? Alors, j'ai peur. Ah, d'accord. En fait, il va y avoir un problème de focus. Mais on va essayer. Normalement, ça devrait aller le focus. Je vais pas trop bouger, moi, et ça devrait aller. Et donc, avant de commencer, je pense que pendant que vous avez patienté, vous avez eu l'occasion d'écouter une musique. La première là, qui s'appelle Jaffa, c'est ça? De Fayrouz. C'est pas exactement. Enfin, ça fait partie d'un disque de Férouz et c'est chanté par les frères Lahbani, dont l'un était le mari de Férouz, hein, et qui ont été les grands paroliers de cette grande chanteuse, de cette extraordinaire chanteuse, une diva comme on l'appelle, hein, à l'instar d'Oum Kulsoum, et qui compte énormément au Moyen-Orient, évidemment, Férouz, qui a Qui est accompagné, encore vivante, hein? bien sûr, elle est encore Ouais. vivante et que Dieu lui prête vie encore longtemps. Et, euh, et Férouz qui a accompagné toutes les luttes, donc qui est chrétienne, hein, qui est de la montagne chrétienne au Liban, et qui a accompagné toute la lutte palestinienne entre autres, hein, et qui, je crois, fait l'unanimité chez tout le monde, hein, quel que soit le bord politique d'ailleurs. On aime forcément Férouz au Liban et dans tout le Moyen-Orient et dans tout le monde arabe. Et du coup, eh bien, voilà, c'était une chanson d'un disque de Férouz qui est chantée. Alors, elle chante pas dedans, mais dans cette chanson, mais elle chante bien sûr. Vous l'avez entendu, ce sont les frères Lahbani qui chantent. Hein, c'est grande voix mâle et tout. Et c'est une chanson qui est extraordinaire puisque c'est une des premières chansons que j'ai écoutées sur la Palestine. Avec celle qui suit ensuite de Marcel Khalife, dont je dirai un mot. Et cette chanson Férouz, de Jaffa, qui s'appelle Jaffa. Jaffa, c'est la ville de Jaffa. Ce qu'on appelle Jaffa en français, ce que les sionistes ont repris, hein, vous savez, les fameuses oranges qu'ils ont volées d'ailleurs. Hein. Ils l'ont volé aux marchands. Eh bien, oui, comme dans la chanson de Jules Arbeco. Et c'est une très belle chanson, donc Jaffa, parce que j'en dis deux mots, elle évoque le retour. Jaffa était la capitale, la grande capitale de la Palestine, la grande capitale économique de la Palestine libre. Et c'était une ville d'environ 80 000 habitants, Ouais. facilement avec les environ 80 000, 100 000 habitants. Et Jaffa était déjà réputé pour ses oranges. Hein, il faut que vous sachiez que les oranges de Jaffa étaient tellement réputées, bon, elles étaient déjà exportées vers le reste du monde au 19e siècle, hein, Ouais. et ce sont les plants d'orangers de Jaffa qui ont été replantés en Floride. Donc les oranges de Floride, Ah, c'est des oranges de Jaffa. oui absolument, les plants viennent... C'est pas la même qualité alors si c'est pas le même territoire quand Non, même. c'est pas la même qualité, mais pour vous dire à quel point elles Ouais, étaient réputées. Et c'était une époque où les oranges étaient un fruit de luxe, ne l'oublions pas. Hein, t'es pas dans le roi Lion, Jafar? Ouais, c'est pas la même. Non, c'est pas Jafar, c'est Jaffa. Et en arabe, on dit Yafa. Hein. Et donc cette chanson évoque le retour. La ville de Jaffa a été entièrement encerclée par les forces sionistes au mois de mai 48, et la population, pratiquement toute la population, a dû fuir. Sur les 80 000 habitants de Jaffa, donc, eh bien, seuls 20 000 ont pu rester dans la ville. Les autres ont dû fuir par la mer, c'est-à-dire que sous les canons sionistes qui ne laissaient aucune échappatoire. Donc c'est par la mer. Beaucoup d'habitants se sont noyés dans la rade de Jaffa en fuyant. Hein, on leur a laissé occulte. Voilà. Merci Piki Roska pour ton 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton abonnement Prime. Oui, bien sûr, il ne faut pas acheter les oranges de Jaffa, hein, je le dis. Hein, franchement, il faut boycotter. Ah oui, parce que c'est Israël. Bien sûr, c'est Israël, qui en plus a revendu la licence à la Chine, faut le savoir. Mais bon, en tout cas, les oranges de Jaffa et Jaffaden et tous les produits Jaffaden, bien sûr, nous appliquons BDS. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que cette chanson évoque le retour. Et c'est une chanson de marin, en fait.
C'est une parabole. Et c'est comme si eh bien, les habitants de Jaffa étaient partis en mer et il y avait une énorme tempête. Hein, que ces marins, donc les habitants de Jaffa, avaient été dispersés par la tempête. La tempête, évidemment, c'est la guerre. Hein, c'est la guerre de 48. Mais la chanson dit, mais nous reviendrons à Jaffa, et c'est terminé là-dessus, nous reviendrons, et nous reviendrons comme une nouvelle tempête sur Jaffa, hein, comme les flots qui déferleront sur sur la ville de Jaffa à nouveau. Nous ne sommes pas encore nés, mais nous allons renaître, et nous reviendrons à Jaffa, nous reviendrons à Jaffa. Donc c'est une chanson qui est très émouvante parce que je le dis, l'essentiel des... on a 7 millions de réfugiés palestiniens aujourd'hui quand même dans le monde. 7 millions, oui. Non, oui. Mais ça fera partie des discussions qu'il y aura autour de la Palestine. Mais il y a une chose que les gens ne conçoivent pas, c'est la question du droit au retour. Qui est fondamentale. Parce que on se rappelle de la polémique avec Moufette qui malheureusement a eu quelques maladresses, mais qui pose la question de pas de déplacer les gens aux États-Unis ou de faire des déportations ou quoi, mais il y a des questions si on respecte le droit international, parce que le droit au retour est un droit inaliénable à l'ONU et tout. Et donc il y a la question de qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont là sur leur territoire et tout. Il y aura alors c'est pas la déportation en Europe ou quoi, mais il y aura des gens qu'il faudra déplacer pour que d'autres retrouvent leur terre. Déplacer, on n'en sait rien. Bon, aujourd'hui on va prendre l'hypothèse optimiste, positive, en disant voilà un seul État pour tout le monde. Oui, mais moi déplacer, ça serait déplacer dans le même État, mais déplacer de là où ils sont. Non, c'est pas ça. C'est qu'on doit restituer. Oui, on doit restituer. Mais si tu restitues, par exemple, quelqu'un qui a pris un logement, on voit les gens les colons qui profitent des logements de certains Palestiniens. Si les Palestiniens reviennent dans ces logements, il faudra les déplacer dans d'autres logements. Alors justement, je vais dire un mot là-dessus. Tu as raison. Merci Fabien pour les 500 bits. Merci beaucoup. Il y avait quelqu'un aussi qui avait donné des bits juste avant. Merci beaucoup. Oui, les canons sionistes, quelqu'un le dit. Oui, effectivement, en 48, la ville entière était encerclée surtout par les forces de l'Irgun, qui étaient, on va dire, ça va faire rire, mais l'extrême droite, comme s'il y avait une droite et une gauche chez les sionistes. Mais l'Irgun, qui est l'organisation qui est responsable du massacre de Der Yassin et de nombreux autres massacres, villages. Et c'est ça qui va provoquer le départ des populations palestiniennes. Oui, donc je dis bien les canons sionistes, comme on dirait les canons américains, comme on dirait les canons français, les canons des forces sionistes, de toute façon parce que le mot même Israël n'existe pas encore à l'époque, on est avant la création. Et la ville de Jaffa qui devait faire partie de l'État de Palestine, en plus, selon même le partage. C'est ça qui est absolument incroyable, c'est que selon même le partage de l'ONU, les trois grandes villes devaient faire partie. Alors, toujours est-il que tout a été pris. On aura l'occasion de revenir là-dessus, mais pour répondre vraiment à ta question, le droit au retour est fondamental. Il y a 7 millions de réfugiés palestiniens aujourd'hui, reconnus par l'UNRWA, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Dans ces 7 millions qui sont un petit peu dispersés partout, mais une grande partie au Moyen-Orient, beaucoup dans des villes et dans les camps de réfugiés du Moyen-Orient. Tous ne sont pas dans les camps de réfugiés, ce qu'on appelle les camps de réfugiés. Dans les camps de réfugiés, ils sont à peu près 1,5 million. 1,5 million dans tous les camps de réfugiés, Liban surtout, Jordanie, etc., Syrie, malheureusement avec ce qui s'est produit, la destruction du grand camp de Yarmouk à Damas. Bon bref, et donc il y a une résolution de l'ONU, la 191, si je ne m'abuse, la 191, la 194, et bien, les réfugiés de palestiniens de Syrie, le camp a pratiquement été entièrement détruit. Ils ont été dispersés vers d'autres camps de réfugiés qui existent aussi en Syrie. Un certain nombre sont aussi allés vers le Liban, mais la plupart ont été dispersés dans d'autres camps de réfugiés palestiniens qu'il y a en Syrie. Toujours est-il qu'il y a une résolution donc de l'ONU, c'est la 191, je crois. Oui, la Haganah est venue prêter main forte à l'Irgun pour l'attaque de Jaffa. Et toujours est-il que cette résolution de l'ONU, il faut le savoir, c'est une des conditions. On aura l'occasion de revenir sur le caractère illégal de l'État d'Israël. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, l'État d'Israël est illégal au regard du droit international. Je ne dis pas à notre regard. Je dis bien illégal. Je n'ai pas dit il est légitime en plus, mais il est illégal parce que lorsque l'État d'Israël a été créé, eh bien, les sionistes ont dit qu'ils acceptaient toutes les résolutions de l'ONU. Et entre autres, celles qui prônent le droit au retour de tous les réfugiés expulsés par les forces sionistes. Et Israël s'était engagé à respecter ce droit au retour. D'accord ? Et bien sûr, Israël a signé
hein, et ça fait partie des clauses d'admission d'Israël à l'ONU en janvier 49, et Israël n'a jamais respecté cette clause. Alors, il y en a encore bien d'autres sur l'internationalisation de Jérusalem, des choses comme ça, mais le droit au retour est fondamental, c'est l'aspect fondamental pour les Palestiniens. Hein. Alors, on parle de l'État palestinien, etc., mais le droit au retour, c'est ce qui a cimenté toute l'unité des forces politiques palestiniennes, le droit au retour pour tous les réfugiés, d'accord. Et non pas simplement un mini-État en Cisjordanie, on le voit avec, avec le... Après, ce voilà. que disent bonjour, c'est vrai qu'il est marrant le commentaire de Yoshiro. C'est ironique quand même que aujourd'hui, le cas d'Israël a fait un peuple un peu en exil. C'est le cas des Palestiniens. Mais les gens ne savent pas ce que c'est que la situation des réfugiés, mais elle est abominable, parce qu'en plus, comment beaucoup de régimes arabes ne leur accordent pas les droits, etc., et particulièrement au Liban, hein, où la situation des réfugiés palestiniens est absolument catastrophique, puisqu'il y a un grand nombre parce qu'au Liban, vous savez qu'il y a l'histoire de l'équilibre des communautés, etc., c'est toujours très tendu, il y a une guerre civile, et se basant là-dessus, eh bien, un certain nombre de professions sont interdites aux Palestiniens, au Liban, par exemple. Il faut le savoir. Mais ce serait facile de dire donc c'est la faute au Liban. Non, non, la faute est le non-retour des Palestiniens. C'est l'État d'Israël qui refuse évidemment le non-retour des réfugiés selon les résolutions de l'ONU. Hein. Alors autre chose, tu disais, effectivement, si ces réfugiés revenaient, et c'est pour ça que je me rappelle que j'avais eu un point de friction avec quelqu'un qui pourtant est très bien, qui est une journaliste israélienne qui s'appelle Amira Haas, qui est la seule journaliste israélienne qui d'ailleurs peut faire des reportages à partir de Gaza, qui est acceptée à Gaza, etc. Bon, qui est tout à fait sympathique, mais je me rappelle qu'on avait eu un petit différend politique au cours d'une conférence de presse. C'était à l'American Colony à Jérusalem en 2000, hein, lors de nos missions civiles pour la protection du peuple palestinien. Et elle m'avait pris à partie en disant « Oui, arrêtez donc vous êtes pour un État palestinien, mais en plus vous êtes aussi pour le droit au retour. » Donc pour elle, c'est l'annulation. J'ai dit mais je ne fais... Si à l'État palestinien, il n'y a plus le droit au retour. Pour mais elle, oui. Oui, c'est ça le problème. Exactement. Et c'est ça le problème. C'est bien ça le problème, c'est que même chez quelqu'un qui est aussi bien que Amira Haas, parce qu'attention, Amira Haas, c'est quelqu'un de très bien, qui a écrit un livre que je vous conseille absolument, qui s'appelle Boire la mer à Gaza. Hein. C'est une chronique de sa vie à Gaza, etc., sous le feu d'un certain nombre d'agressions israéliennes. Et donc, du coup, on dit, bah oui, évidemment, si les 7 millions de Palestiniens reviennent, parce qu'ils étaient une grande partie des 800 000 Palestiniens, ce sont les descendants des réfugiés de 48, de ceux qui ont été expulsés en 48. Et oui. Et donc, du coup, elle dit, et c'est l'argument israélien, ça me permet de répondre à ce que dit, à la question de Azadi, comment Israël justifie ce refus de retour. Eh bien, Israël et Amira Haas, c'est pareil. Et ça unit malheureusement tous les Israéliens, sauf quelques-uns qui sont exceptionnels, comme notre ami, notre frère Michel Warshawski, qui est un très grand militant, qui avait fait un article, alors juste parenthèse, qui avait fait un article lors de la polémique avec Kouria sur on ne peut pas être israélien innocemment. Il a dit bah oui, on ne peut pas être israélien. Mais bien évidemment. Et qu'il était lui-même israélien. Il disait j'ai une part de responsabilité dans cette situation et je dois prendre ma responsabilité. Absolument, et toute sa vie il a milité, et sa femme... Salut Wafwaf, salut Mehdi. Et la femme de Michel Warshawski, qui est une femme extraordinaire, qui est avocate, Léa Tsemel, qui est l'avocate qui a toujours défendu les Palestiniens. Bref, eh bien effectivement, on dit si jamais les Palestiniens reviennent, il n'y aura plus de caractère juif à l'État d'Israël, puisque les Palestiniens seront en majorité. Il y a actuellement 10 millions d'habitants en Israël. Et sur ces 10 millions d'habitants, on va dire en gros, il y a 2 millions qui sont des Palestiniens. Hein, et donc, si évidemment les Palestiniens, les réfugiés reviennent, l'immense majorité de ces réfugiés viennent de la Palestine du 48. Il y en a qui viennent aussi de la Cisjordanie, parce qu'en 67 aussi, rappelez-vous, il y a eu aussi un deuxième exode forcé des Palestiniens en 67, on oublie toujours. Mais l'immense majorité. Donc les Palestiniens seraient majoritaires dans l'État d'Israël. Et donc, il n'y aurait plus ce caractère juif de l'État d'Israël. Ah, c'est ça qui pose vraiment problème. Voilà, c'est ça. Et il faudrait le restituer. Alors, la très grande partie des Palestiniens expulsés étaient en Galilée, vivaient dans la partie nord de la Palestine qu'on appelle la Galilée. Hein. Plus de 520 villages ont été rasés à la surface du sol, tous les villages des Palestiniens, rasés ou alors ont été recouverts par des forêts de pins à pousses rapides. Hein, de façon à masquer les ruines des villages. Et quand on se balade en Palestine,
comment du nord, eh bien, on voit des grandes forêts de pins qui d'ailleurs sont très mauvais parce que ce sont des. Oui, ça fait pas de CO2 les pins. Mais oui, mais non seulement ça, mais au niveau ça ne produit pas d'humus. Les épines des pins sont très mauvais pour le sol, ça rend le sol très acide. Bon, après, j'y connais rien en Oui, en mais arbre. non, mais c'est ça. Et le problème, c'est que c'est pas du tout une essence locale en plus. On a pris ces pins, ce sont des pins, ça permet, ce sont des pins à pousse rapide. D'accord. Excusez-moi, on s'éloigne un peu, mais c'est important de dire que toutes les ruines des villages ont été recouvertes avec ça. Donc, si on devait restituer aux Palestiniens leurs biens, ce serait d'abord réhabiliter les villages, Ouais. une très grande partie, et aussi les quartiers de ville, parce que les Palestiniens n'étaient pas que des villageois, et une très grande partie venait de Jaffa, venait de Raqqa, de Acre, venait de Haïfa, venait de toutes les grandes villes de la Palestine de 48. Et donc, il faudrait restituer, et par exemple, si je prends Jaffa, qui était la capitale, Tel Aviv a progressivement phagocyté au plan urbanistique, a phagocyté la ville de Jaffa. Jaffa est devenu une sorte malheureusement, de quartier pouilleux de Tel Aviv, alors qu'auparavant, c'était le contraire. Tel Aviv était un petit quartier proche de Jaffa. C'est vrai que maintenant, Tel Aviv, c'est un peu le symbole de la modernité israélienne. Exactement, c'est la modernité, etc. Et ils ont transformé Jaffa en un petit peu Barbès, si vous voulez. Ouais. Mais je suis sérieux, c'est-à-dire qu'on laisse dépérir tous les quartiers, tout s'écroule, Salam. et de façon ensuite à dire, pour justifier la destruction. Et maintenant, Jaffa, eh bien, c'est un quartier qui est réhabilité, qui est habité par les bobos israéliens. Les artistes israéliens aiment beaucoup parce que les loyers sont modérés, etc. C'est à proximité de Tel Aviv et tout. Bon, c'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Donc, de cette capitale, ils en ont fait un quartier, un quartier vraiment dégradé en banlieue de Tel Aviv. Donc voilà. Donc le retour des réfugiés, oui, ça exigerait effectivement qu'il y ait la restitution de tous les biens. On oublie toujours, mais quand la Palestine a été usurpée, c'est toute la Palestine. C'est-à-dire que ce sont les immeubles, les routes, les gares, on oublie de le dire, les bibliothèques, les écoles, etc. C'est tout ça que d'un coup les Palestiniens ont perdu. C'est tout un pays. C'est pas simplement un problème de terres agricoles. Mais en fait, c'est ça qui. En fait, je les trouve très très malhonnêtes parce qu'ils font croire que nous, on croit que la cohabitation entre juifs et musulmans, parce qu'arabes, il y avait les juifs arabes aussi, bien sûr. ne serait impossible. On dit que si, ça serait possible. Par contre, ça demanderait quelques réajustements au sein du territoire, notamment la restitution de certaines terres. Mais ça ne veut pas dire qu'on va virer. Vous allez virer tous les. Accepter de vivre dans un état commun. Et accepter de vivre dans un état commun. Ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est que, mais en fait, ce qui est le plus cynique dans cette histoire, c'est que moi, je pense que, en fait, s'il y avait vraiment cette résolution avec l'idée ils ont droit de revenir, il y a un État avec des droits égaux entre Palestiniens, Israéliens, avec un seul État et donc des droits égaux et tout. Je pense qu'il y a plein d'Israéliens qui, pour eux, ce serait trop scandaleux et qui, comme en Algérie, feraient le choix de partir. Mais exactement, c'est-à-dire que, alors tu fais bien de faire le parallèle avec l'Algérie, c'est qu'en fait en Algérie, il y a eu, je répète, j'insiste, et j'attends les démentis éventuels, il n'y a absolument eu aucune expulsion de pieds noirs. Il y a eu des problèmes à Constantine, parce que là, l'OS était très présente, et malheureusement au sein de la communauté juive de Constantine. À Oran, évidemment, parce que c'était la capitale de l'OS, donc à Oran, effectivement, il y a eu de gros problèmes avec des massacres. Oui, des massacres qui sont en réaction aux attentats massacres de l'OS au moment du référendum. Mais l'immense majorité des pieds noirs, que ce soit des colons ou ce soit des petits pieds noirs, comme on disait, n'ont jamais été expulsés. Ouais. L'immense majorité est partie parce qu'ils ne pouvaient pas vivre à égalité avec leurs anciennes Fatma. Ouais. Et c'est ce qu'on dit, et je pense que c'est possible que ça arrive, c'est fortement possible que ça arrive en Israël si jamais il y a une résolution du conflit. On a plein qui vont être en mode... Parce qu'il y a vraiment... Et on voit actuellement avec la victoire de l'extrême droite israélienne où tu as vraiment des racistes purs et durs. Des racistes purs et durs où pour eux, ça serait une insulte d'être à égalité avec les Arabes. Ils ne pourraient jamais l'accepter. Ils ne pourraient jamais l'accepter. Alors, l'histoire de Nivadi du cercueil, tu as tout à fait raison, Gazouz. Excellent. Il y avait un commentaire qui avait été fait dans le monde diplomatique. Nivadi du cercueil, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu ce slogan de la valise ou le cercueil. C'est un slogan de l'OAS, en vérité, qui a voulu rendre impossible l'indépendance de l'Algérie avec une politique de ce qu'on appelle la politique de terre brûlée. C'est-à-dire qu'avec des attentats, massacres, à l'été 62, l'OAS, comme quoi voulait rendre impossible
comment la passation de pouvoir aux Algériens. Hmm. Et d'ailleurs, malheureusement, à Oran, ils ont failli réussir parce qu'ils ont créé une guerre civile, une mini-guerre civile à Oran, qui va être absolument effroyable pour les deux communautés, hein, aussi bien la communauté pied noir, mais également la communauté musulmane. Et moi, j'ai un parent qui a été tué au cours de cet été 62, qui a été arrêté à un faux barrage, parce que des deux côtés, on faisait des faux barrages et qu'on n'a jamais retrouvé. Hein. Ouais. Et voilà. Alors, merci. Alors, ils disent de Pierre Dôme, merci Soso Manège pour le 17e mois d'abonnement. Et Riage LT, oui, il y aura la VOD, comme toujours, il y aura la VOD. Il faut juste que j'oublie pas de la mettre, mais de toute façon, il y aura la VOD. C'est quoi la VOD? La VOD, c'est le replay, quoi. Ok, d'accord. Et on va le mettre aussi sur YouTube, sur la chaîne Parole d'honneur VOD, où on va mettre toutes les VOD comme ça. De toute façon, sur cette chaîne, on s'en fout du nombre de vues et tout. On met les émissions à disposition. Et Gasti, merci pour lundi. Et je rappelle que demain, il y a l'émission, la première avec, je ne sais plus le nom. C'est un nom, j'arrive plus à prononcer, mais avec des militants juifs décoloniaux. Ce sera la grande première de la nouvelle émission mensuelle. Oui, voilà. Qu'on vous invite absolument à regarder. Ça va être quelque chose de formidable avec donc des frères de lutte, ouais. Hein, bien connus, ouais. Bien évidemment, hein, entre autres Simo Hassoun. Donc voilà un petit peu, on était parti de cette chanson Yafa, et tout Palestinien dans le monde aujourd'hui, eh bien, a un mot d'ordre, c'est le retour. Et la question du retour, d'ailleurs, c'est le sigle du FPLP. Symbolise voilà, avec la flèche du retour. La flèche, ouais. C'est la flèche qui indique le retour. Le FPLP, qui, je te rappelle, est considéré comme terroriste par des gens de gauche qui veulent une résolution du conflit palestinien. Mais oui, mais je l'ai déjà dit. Ah ben oui, exact. Qui étaient choqués que des gens de gauche puissent soutenir le FPLP. Ah oui, d'accord. Mais ils ne sont pas du tout pas clairs sur la question de la Palestine. Bah, je crois qu'ils ne sont pas clairs parce qu'en plus, le FP est une organisation marxiste et je le dis, que ce soit aussi bien le FPLP que le Fatah et la charte du Fatah, tous prônent comment une Palestine unie indépendamment de l'origine. Alors évidemment qu'une Palestine libre, ça exigerait aussi un démantèlement de l'armée israélienne, qui est une armée d'agression, une armée bien sûr raciste, d'expansion. Voilà, parce qu'on oublie aussi qu'Israël n'est pas qu'un État colonial, il n'est pas qu'un État raciste, c'est aussi un État expansionniste, puisque ne faut pas oublier qu'une dans la Constitution, il n'y a pas les frontières claires. Alors, il n'y a pas de frontières, comme les États-Unis, vous me direz. Hein, les États-Unis, les États-Unis, non, n'a pas non plus de frontières officielles. Ils peuvent aussi s'étendre. Ah oui, absolument. D'ailleurs, ils se font fort de le faire. Bon, même, mais il n'y a pas de frontières officielles. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les derniers États, hein, alors l'Alaska a été acheté à la Russie, comme vous le savez, mais les îles Hawaï ont été prises à la reine de là-bas, des îles Hawaï. Hein. Il y avait une reine et on lui a imposé le lien aux États-Unis. Ça a été imposé par un lent grignotage des colons. Des colons états-uniens se sont introduits à Hawaï progressivement. Et au bout d'un moment, lorsqu'ils ont été en force, eh bien, ils sont allés voir la reine, on dit bon, bah voilà, maintenant on demande le rattachement, en gros, je schématise, hein, mais en gros c'est ça, ou bien on demande le rattachement aux États-Unis. Voilà, le pistolet sur les colons qui ont pu. Voilà, absolument. Il y a eu un super article de Charlotte Cates, je sais pas si tu connais, sur comment la lutte contre le terrorisme a servi à dénigrer les mouvements pro-palestiniens en les rattachant aux terroristes. Mais bien sûr. Mais ça, il y a tout. En fait, il faudra qu'on fasse une émission sur ça, peut-être sur Banu Marx et tout ce rapport à la violence. Et d'ailleurs, Thierry Labika, son papa, qui était Georges Labika, avait écrit un livre sur la violence. Donc je pense qu'on fera un truc tout ça autour de ces questions parce que c'est des questions très compliquées, mais aussi aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une sorte de recul autour de ces sujets où c'est un peu un avis libéral, toute violence est à condamner. Toute violence est pareil et tout, mais à ce titre-là tu dirais que la violence des résistants contre les nazis elle est à condamner parce que la violence c'est de la violence. Bien sûr. Il y a une phrase qui me saoule, c'est que rien ne justifie la violence, c'est en mode les résistants, si. Bien évidemment. Leur violence, c'était légitime. Et d'ailleurs, ça permettra de faire le lien avec les années 80, un mot sur lequel j'aimerais revenir, puis Georges Ibrahim. Hein. Oui, on va revenir sur ta vie. Mais bien évidemment, je veux dire, je me souviens de témoignages de résistants qui disaient comme si la résistance française avait été propre. Ouais. Mais pas du tout. Ils disent nous avons même tué des civils. Nous avons tué des civils français. Par exemple, je vous donne un exemple, des bombes ont été mises dans des hôtels de passe. Hein, donc de prostitution fréquentée par des officiers allemands. Donc des prostituées françaises ont été tuées. Il y a des dommages collatéraux en gros. Bien évidemment, des prostituées françaises ont été tuées, des employés, etc. C'est vrai. Et les résistants disent
nous n'en sommes pas fiers. Le but Non, n'était c'est- pas, c'est- mais et, La guerre, c'est terrible. Hein. C'est et terrible. voilà, et ils le disent. Alors, je ne parlerai même pas des bombardements alliés sur les villes allemandes, parce Ah que oui. évidemment, il s'agissait de détruire le nazisme, on est bien d'accord, mais notamment les bombardements inutiles sur Dresde et Hambourg. Par l'aviation britannique, entre autres, qui était une vengeance par rapport à la destruction des villes de Liverpool et de Leeds au début de la guerre. Hein. Ouais. Donc c'était une pure vengeance, parfaitement inutile, et qu'on fait un nombre de morts considérable. Personne n'a dénoncé, n'a jamais dénoncé le véritable massacre où pour la première fois ont été utilisées des bombes incendiaires. C'était absolument terrible, Ouais. le bombardement de Dresde. Dresde et Hambourg, hein, Ouais. voilà, où des civils allemands ont été... Voilà. Donc la violence, c'est terrible. Ce ne sont pas les Palestiniens qui ont inventé la violence. Mais c'est ça, en plus, Ils nous, l'ont subi, je veux dire, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne fait pas une glorification de Non. la violence. C'est parce Non. on sait que c'est terrible. bien sûr, C'est terrible. mais bien sûr. Et Il y a quelqu'un qui répète, tu as vécu les attentats de Munich, Youssef, vous en pensez quoi à l'époque? C'était quoi l'ambiance? Je sais pas ce que c'est. oui, je vais en parler. Vas-y. Très bien. Alors, on revient un petit peu à nos années 70-80, parce que c'est un petit peu le fondement. Alors, on va partir de cela. En 72, donc je reprécise, comment à l'automne 72, comment la situation, c'est pas encore la guerre civile au Liban, hein, qui commencera un an et demi plus tard, mais c'est déjà, Ça se tend. c'est pratiquement contemporain du début de la guerre civile. Je rappelle qu'il opposait la gauche libanaise à la droite, comment la gauche libanaise et les Palestiniens à l'extrême droite, pas simplement la droite, à l'extrême droite libanaise, en grande majorité chrétienne, mais bon, il y avait aussi beaucoup de chrétiens dans la gauche libanaise, il faut le savoir, hein, et aux côtés des Palestiniens. Et parmi les Palestiniens aussi, il y a des chrétiens, ne l'oublions pas, parce que le FPLP a été fondé par des chrétiens palestiniens, hein, Georges Habash, etc. Il y a de nombreux chrétiens. Férouz, dont on parlait tout à l'heure, est chrétienne. Enfin bref. Et en 72, eh bien, le contexte est celui d'une intensification. Donc il y a des commandos palestiniens qui traversent la frontière, qui sont installés au Liban. Hein. Les Palestiniens sont installés au Liban et des commandos palestiniens tentent de traverser la frontière pour aller mener des attaques contre des colonies israéliennes, d'accord, au Liban. Il y a tous ces camps de réfugiés. Et Israël, eh bien, pour se venger des attaques des commandos palestiniens, des Fedayines, eh bien, bombarde copieusement les camps de réfugiés palestiniens. Hein, indistinctement, c'est régulier. Chaque jour, on avait cela, l'aviation israélienne qui a mené des raids de représailles sur les camps de réfugiés. Et je vous dis, c'est des choses effroyables. C'était des choses effroyables. J'aurai peut-être l'occasion de parler d'une femme dont je voudrais absolument parler, une Française, Françoise Kesteman, qui justement à l'époque était infirmière, était infirmière enfin par la suite a été infirmière dans des camps de réfugiés. Elle était partie avec le Secours populaire français. Hein. Elle était infirmière dans des camps de réfugiés palestiniens au sud Liban, et c'est constatant et étant absolument horrifiée par ces bombardements où beaucoup d'amis infirmières libanaises et palestiniennes à elle ont été massacrées, qu'elle va décider elle-même de devenir une combattante. Donc elle va laisser la blouse infirmière. Elle était communiste, elle était proche du Parti communiste français d'ailleurs, disons-le. Elle était de Marseille, Toulon, hein, je crois, ou Nice, pardon. Et donc, Françoise Kesteman mourra au cours d'une opération, j'aurai peut-être l'occasion de leur parler, qui sera menée en 82, en 83. Voilà, Françoise Kesteman. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Mourir pour la Palestine, qui est un petit peu sa vie, retracée par son ex-mari, avec qui on avait constitué un comité Palestine justement dans les années 80. Voilà. Alors toujours est-il qu'en 72, eh bien, les camps de réfugiés palestiniens sont sans arrêt bombardés. La lutte est extrêmement dure, mais évidemment complètement disproportionnée. Hein, disproportionnée. Les commandos arrivaient très rarement à atteindre leurs cibles, les colonies. Ils étaient très très souvent, oui, Françoise Kesteman, ils étaient très très souvent, malheureusement, massacrés avant. Et en tout cas, les Palestiniens décident. Il y a les Jeux Olympiques à Munich, en Allemagne. Les Palestiniens, évidemment, n'ont pas de sportifs, ne sont pas représentés aux Jeux Olympiques. Oui. C'est la Française du cimetière palestinien, la dame dont tu parles? Absolument. Absolument. Elle est au cimetière des martyrs, ce qu'on appelle le cimetière des martyrs à Beyrouth, hein, avec beaucoup d'autres martyrs palestiniens, hein, qui sont là-bas. Ouais, D'accord, ouais. d'accord. Et donc moi j'ai connu ensuite son mari Jean-Louis Joanneau, qui était aussi communiste dans les années 80, et nous
nous avions fondé ensemble un comité qui s'appelait Comité Palestine Vivra, Palestine Vaincra. Voilà. Donc toujours est-il qu'on en reparlera de Francis Kesteman parce que beaucoup de Français ne connaissent pas son histoire et c'est une histoire assez exceptionnelle. Alors, les Jeux Olympiques, donc aux Jeux Olympiques de Munich en 72, eh bien donc du coup, les Palestiniens étaient dans cette attitude, et là ça nous ramène à cette histoire de violence, malheureusement d'usage de la violence révolutionnaire, malheureusement, parce que ça ne fait plaisir à aucun révolutionnaire d'user de violence. Hein. Je pense que c'était pareil pour Lénine et les autres. S'ils avaient pu changer la situation en Russie sans tirer un seul coup de feu, je pense que, surtout que les révolutionnaires sont généralement ceux qui pâtissent le plus de cette violence. Hein. C'est eux qui vont avoir le plus de morts, Pour les Palestiniens, c'est pareil. Les Palestiniens, jusque dans les années 60, n'avaient pas tiré un seul coup de feu, n'oublions pas. Alors, donc entre 48 et 65, les Palestiniens ont attendu que la dite communauté internationale règle leur situation, et notamment le droit au retour. Et donc, quand ils font usage de la violence et quand ils décident, avec la fondation du Fatah et ensuite du FPLP, etc., de faire usage de la violence, c'est une violence de réaction contre la terrible violence israélienne et la violence de l'exil, parce que l'exil obligatoire, c'est la violence suprême, ne l'oublions pas. C'est la violence suprême, être privé de son pays, ne plus avoir d'existence. Quand vous disiez Palestinien dans les années 50, les gens vous regardaient en disant « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est Edouard Saïd qui raconte ça. Mais c'est quoi, palestinien? Je ne connais rien, nous ne connaissons rien qui correspondent à cette... Voilà. Bon, bref. Le résistant du FLN, Larbi Ben Mendy, donnez-nous vos chars, vos avions et nous vous donnerons nos couffins qui servent à transporter les bombes. Voilà, c'est ça. Lors de la conférence de presse que Larbi Ben Mendy, le martyr... C'est ça qui m'étonne souvent, c'est genre, les barbares avec leurs actes violents et tout, mais vous avez D'accord, c'est plus propre, je sais pas, vos bombardements... Ouais. Non mais je suis là, d'accord. Bah oui, parce que au cours de cette conférence de presse, on voit ça dans le film La bataille d'Alger, justement. Au cours d'une conférence de presse, un journaliste américain, états-unien, interpelle Larbi Ben Mehdi, à qui les militaires français permettent de parler au cours d'une conférence de presse. Il vient de se faire capturer et il y a la presse qui est là et qui a le droit d'interroger, de questionner. Et un journaliste états-unien dit à Larbi Ben Mehdi, mais vous ne trouvez pas que c'est lâche d'utiliser vos femmes et avec des couffins, donc les couffins, les paniers, pour y dissimuler des bombes, et avec vos couteaux, etc., vous attaquez dans le dos les soldats, etc. Et c'est là que Larbi Ben Mehdi a cette phrase extraordinaire où il dit vous trouvez que c'est l'âge d'utiliser des couffins et des couteaux pour attaquer les soldats français? Si vous voulez, donnez-nous vos chars et vos avions, on vous donnera nos couteaux et nos couffins. Non, mais c'est ça, absolument, c'est l'inégalité. terrible. Oui, Sarès a reconnu qu'il l'avait lui-même assassiné. Alors, pour revenir en 72, l'attentat de Munich. Alors, l'attentat de Munich, c'est très important cette question, parce qu'elle est fondamentale. Les Palestiniens n'ont jamais assassiné les athlètes israéliens à Munich. Je répète, les Palestiniens... Est-ce que tu peux... Parce que moi, je sais pas je précise, l'attentat de si Munich. vous ouvrez n'importe quel manuel scolaire, n'importe quel journal... C'est pas un attentat, c'est une prise d'otage. Oui. Eh bien, on vous dira lors de la prise d'otage, on vous dira comment que effectivement, les Palestiniens ont assassiné lâchement des athlètes israéliens à Munich. Et je vais raconter comment ça s'est passé. Il y a un film qui a été fait, mais qui, à mon avis, comporte beaucoup de mensonges, qui s'appelle Munich, d'ailleurs, que je ne vous conseille pas. Donc les Palestiniens voulaient mettre un terme aux bombardements, aux odieux bombardements israéliens sur les camps de réfugiés. Indistincts qui étaient terrifiants. Je ne sais pas si vous savez, si vous êtes déjà trouvé sous un bombardement actuellement. Enfin, bon, c'est quelque chose d'horrible pour les civils. Quelque chose d'horrible. Hein. Et à Gaza, c'est ce que Gaza subit sans arrêt, etc. Bon, eh bien, les Palestiniens voulaient mettre fin à cela. D'autre part, ils voulaient obtenir la libération de prisonniers palestiniens. Hein. Et Golda Meir, la première ministre israélienne de l'époque, était absolument intransigeante et faisait preuve d'une grande dureté. Voilà. Aucune négociation, rien du tout. Les Palestiniens, la seule façon de régler le problème, c'est la violence, etc. Donc les Palestiniens décident de mener une opération, contre les Jeux Olympiques. Le but est de capturer des athlètes israéliens, de prendre possession du bâtiment où se trouvent les athlètes israéliens et d'obtenir en échange l'arrêt des bombardements, un engagement à arrêter les bombardements sur les camps de réfugiés et un engagement d'Israël à libérer, donc à échanger les athlètes
hein, contre les prisonniers palestiniens. Il y en avait plusieurs milliers, évidemment, déjà, comme à l'époque, comme aujourd'hui. Et là-dessus, le but n'a jamais été de tuer. Alors, évidemment, c'est... toujours est-il que donc le commando palestinien prend possession du bâtiment des athlètes israéliens dans la ville de Munich. Au cours de cette prise de possession, deux des membres de l'équipe sont tués. Il y a l'entraîneur, etc. Mais ils sont tués dans les combats, dans la prise de possession. Pour prendre possession de bâtiment, il y a des combats, etc. Enfin, il y a un affrontement. Et deux sont tués. Je crois que c'est deux, oui. Et ensuite, les Palestiniens prennent possession et essayent d'entamer des négociations. Les négociations seront entamées par l'intermédiaire du consul d'Algérie à Munich. Et donc, normalement, devait aboutir. On finit par aboutir à un accord, hein, au terme duquel les athlètes israéliens seraient conduits à Alger et par un avion de la Croix-Rouge. Hein. Déjà, ça a duré combien de temps la prise d'otage? Plusieurs jours. D'accord. Oui, plusieurs jours. Hein. Je ne sais plus exactement combien. Ça va peut-être me revenir, mais plusieurs jours. Et toujours est-il que les athlètes devaient être conduits à Alger. Alger qui faisait à l'époque, c'était la Mecque des révolutionnaires, comme on disait. Hein. Et à Alger, les athlètes israéliens auraient été pris en charge par la Croix-Rouge, qui les aurait amenés en Égypte, voilà, et puis de là, à travers le Sinaï, en Israël. Et dans le même temps, les prisonniers palestiniens devaient faire la route inverse et devaient être amenés, je crois que c'est en Jordanie, ou je ne sais plus. Hein. Donc Israël s'engageait à libérer les prisonniers palestiniens et les amener du côté de la Jordanie ou du côté de l'Égypte peut-être, je ne sais plus. Bon, toujours est-il qu'Israël a fait semblant d'accepter, ainsi que l'Allemagne, les Allemands. Et en vérité, ils n'ont jamais eu l'intention de négocier. Et, un commando israélien est arrivé d'Israël, et puis ensuite avec le BKA allemand, la police antiterroriste allemande, ils ont fomenté un guet-apens. Et alors que les otages et le commando palestinien étaient dans un minibus pour aller vers l'aéroport, hein, et bien en fait, à l'arrivée à l'aéroport, les attendait le commando de la police allemande et des Israéliens, et ça on ne le mentionne jamais, hein, et qui ont réellement tiré dans le tas. Alors après, il s'est avéré qu'il y avait beaucoup que les Allemands n'étaient pas du tout au point, que leurs soi-disant tireurs d'élite n'étaient pas du tout des tireurs d'élite. Et dans le combat qu'il y a là, et là, effectivement, c'est au cours de ce combat que la plus grande partie, que les otages ont été tués et que la plus grande partie du commando a été tuée. Hein, voilà l'idée. Donc il n'y a jamais eu. Mais aujourd'hui, on va vous dire que les Palestiniens ont lâchement assassiné des athlètes. C'est absolument faux. Le consul d'Algérie a été trompé. Il a été trompé parce que lui aussi croyait à la bonne foi des Allemands dans cette négociation. Hein. Et ensuite Israël Golda Meir avait déclaré, nous ne négocierons jamais avec les terroristes. Hein. Et donc elle avait appliqué cette doctrine. À l'époque, en France, malheureusement, tout le monde a repris cette ancienne. Ouais. Hein, à savoir, les Palestiniens ont massacré les athlètes. Alors, il y a une chose qui est facile à faire. Vous prenez le journal Le Monde, le jour même, le journal Le Monde dit la vérité. Et le lendemain, il change. Le lendemain, il change. C'est-à-dire que le jour même, il avait bien déclaré Le Monde que les athlètes avaient été tués dans l'assaut. Hein, dans l'assaut et non pas délibérément par les Palestiniens. En plus, quel aurait été l'intérêt des Palestiniens de risquer leur vie pour simplement aller tuer quelques athlètes? Non mais c'est n'importe quoi. On sait que beaucoup les considèrent comme des buveurs de sang, mais il y a quand même des limites. D'accord? Et donc, voilà, Le Monde a dit la vérité ensuite. Et ça, c'est terrible. Et donc, à l'époque, déjà, évidemment... Alors, Et cet acte-là, ça a provoqué énormément de débats au sein de la gauche, c'est ça? Ça va être un tsunami, puisque cette opération va être à l'origine de l'implosion de la principale organisation d'extrême gauche à l'époque, qui a été la gauche prolétarienne. Ah, c'est ça qui va faire... Absolument. Qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, Jean-Paul Sartre, qui avait une grande influence sur la gauche prolétarienne, sur la GP, comme on disait, hein, qui était la principale organisation, c'était une organisation maoïste, qui était extrêmement populaire, qui était puissante, mais vraiment, qui était autant présente dans les mines du Nord que chez les paysans bretons, la guerre du lait, etc., que chez les travailleurs immigrés de Renault, etc., Biancourt. C'était une organisation qui était très puissante, hein, avec beaucoup de jeunes provinciaux qui, lorsqu'ils montaient à Paris et tout, intégraient cette organisation, une organisation maoïste, donc révolutionnaire. La gauche prolétarienne. Alors, c'est pas uniquement que les militants juifs se sont barrés, c'est que dans un premier temps,
Jean-Paul Sartre soutient l'opération. Ah ouais, d'accord. D'abord, Là, et beaucoup de cadres, un certain nombre de cadres de la gauche prolétarienne soutiennent l'opération. Tout le monde avait bien vu que ce n'était pas une opération massacre, ce n'était pas justement un attentat massacre comme on l'a présenté, hein, mais que c'était une opération qui était d'un point de vue révolutionnaire, qui était parfaitement légitime. Et le problème, c'est que c'est là qu'intervient Pierre Victor, qui était le véritable chef de la gauche prolétarienne. Son vrai nom, c'est Béni Lévy. Et Béni Lévy, qui ensuite, voilà, Pierre Victor, qui était le grand copain de, non, pas Victor Serge, hein, Pierre Victor, qui était très pote, pas Victor Serge, Pierre Victor, c'était son nom, et qui était très copain avec Serge July, le fondateur de Libération. Hein. Et toujours est-il que, Pierre Victor, donc Béni Lévy, a intimé à Sartre de retirer son soutien à l'opération. ah ouais. Et ça a créé un énorme remous au sein de l'AGP. Et il a été décidé, alors à l'AGP, il y avait aussi Glucksmann, hein, le père de Raphaël Glucksmann, qui lui aussi était d'accord avec Pierre Victor, hein, et tous dénonçaient l'opération. Et parce qu'il faut comprendre que l'AGP avant était très lié au Fatah palestinien, avait des liens, et ce n'est pas un secret, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'il était prévu que une cinquantaine de jeunes Français aillent s'entraîner dans les camps palestiniens du Liban, par la suite, l'été suivant. Hein, un engagement avait été pris, puisqu'à l'époque, la révolution palestinienne entraînait énormément de révolutionnaires dans les camps du Liban. C'est la vérité. Il y avait des Irlandais, il y avait des Français, il y avait des Italiens, il y avait des gens du monde entier qui allaient dans les camps de réfugiés palestiniens, dans les camps qui étaient devenus des camps d'entraînement. C'est aussi là-bas que la gauche libanaise s'entraînait contre les fascistes et autres. Bref. Eh bien, donc tout ça est rompu en un instant à cause de cette opération. Et ça va créer une implosion. Et dans la foulée, eh bien, Béni Lévy décide l'autodissolution avec Glucksmann et autres, l'autodissolution de la gauche prolétarienne. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que ça a été. Ça a été un tsunami. Il y a eu des suicides. Hein. Il y a eu des suicides. Des militants se sont suicidés parce que c'était inimaginable. Les gens avaient consacré toute leur vie à cette organisation. Hein. Ouais. C'était l'espoir. C'était l'espoir révolutionnaire en France, la gauche prolétarienne. Il y avait d'autres organisations maoïstes, c'est vrai. Il y avait aussi des organisations trotskistes. Mais la seule vraiment où il y avait un début d'espoir révolutionnaire à l'époque, avec notamment, je l'ai dit peut-être l'autre jour, mais il y a eu même un début d'organisation armée qui s'appelait la Nouvelle Résistance Populaire, qui était née, qui avait enlevé un cadre de chez Renault, qui s'appelle... je crois qu'il s'appelait Nogrette. Enfin bref, donc on voit bien, il y avait une montée en puissance de la gauche prolétarienne, hein, qui menait des tas d'opérations, etc. Bref, et c'est Munich qui va faire imploser tout cela. Tu connais, on le voit bien dans la BD de Tardy et Dominique Grange, Le cri du peuple, tu connais ? Bien sûr, très bien. Franchement, Dominique Grange est une femme extraordinaire. Elle faisait partie de la gauche prolétarienne, justement, parce que toute une partie de la gauche prolétarienne a refusé cette autodissolution et a continué à soutenir l'opération. Et il faut comprendre qu'il y a eu une bataille, même avec des bagarres entre militants de la même organisation, entre ceux qui soutenaient et ceux qui ne soutenaient pas. Hein. Et malheureusement, un certain nombre de militants ne soutenaient pas, et en même temps se sont alignés sur Israël à partir de ce moment-là, dont Béni Lévy. Alors Béni Lévy ensuite partira en Cisjordanie, il deviendra rabbin, hein. Il avait déclaré qu'il avait retrouvé son Talmud, hein, c'était son expression. Il deviendra rabbin, mais surtout rabbin de choc. Et il deviendra rabbin en Cisjordanie. Et les dernières informations qu'on avait sur lui, il est mort maintenant, et c'était vraiment le pistolet mitrailleur dans une main et la Bible dans l'autre. Hein. Et avec BHL et Finkielkraut, il avait fondé le cercle d'études lévinassiennes. Hein. Mais il était devenu extrêmement raciste envers les Arabes. Moi, je l'ai entendu moi-même sur une radio périphérique communautaire qui s'appelle RCJ. Hein. Je l'ai entendu lui-même se moquer de l'islam, se moquer des musulmans, etc. etc. Je me rappelle à propos d'un débat où BHL apparaissait comme très modéré d'ailleurs dans ce débat. Oui, mais parce que BHL simplement mettait en cause on va dire des islamistes entre guillemets, tandis que Béni Lévy, lui, c'était carrément tout l'islam qu'il mettait en cause en disant que l'islam se trompait. Enfin bref. Toujours est-il que Munich, voilà, c'était ça l'état d'esprit. Et ça a été terrible. Ça a été terrible. Beaucoup de militants se sont retrouvés orphelins. Moi, je n'étais pas à la gauche prolétarienne. Hein. J'étais jeune, mais j'ai connu des gens qui ont assisté directement à cela et qui m'ont raconté ce qui s'était passé. Et je crois que l'onde de choc a été terrible. Ouais. Et je crois que c'est de là que va se créer la grande césure entre travailleurs français, entre travailleurs immigrés et militants d'extrême gauche français. Et c'est là-dessus que va se constituer
le mouvement des travailleurs arabes, le MTA. Hein, parce que tous les travailleurs immigrés qui étaient donc liés à la gauche prolétarienne vont dire, puisque c'est comme ça, voilà, on voit bien comment se passent les choses en vérité. Hein, la déferlante raciale est telle qu'elle n'échappe même pas. Et voilà, parce que vous vous doutez bien que la totalité des travailleurs immigrés de la gauche prolétarienne soutenaient l'opération. Ouais. Et d'ailleurs, ils avaient constitué une troupe de théâtre qui s'appelait la Hasifa, la tempête, ça veut dire la tempête. Et parce que la Hasifa, c'est le nom des forces armées du Fatah palestinien. Hein, on l'appelle, la force armée palestinienne, on l'appelle la Hasifa, la tempête. Voilà. Donc voilà, ça a été terrible et il est absolument indispensable de connaître cette histoire pour comprendre cette fracture. C'est une des premières fractures qu'il y a entre l'extrême gauche et disons que les travailleurs immigrés organisés en France. La seconde, on l'avait déjà dit, ce sera Talbot. Hein, en ce qui me concerne, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ça sera ensuite la grande grève des foyers Sonacotra, qui a été une très grande grève des foyers de travailleurs immigrés dans les années 70, qui a été la plus longue grève de loyer de l'histoire de ce pays, qui a été une grève extraordinaire, exemplaire, très démocratique au niveau de l'élection des leaders. J'ai eu l'occasion de connaître l'un d'entre eux, entre autres, que Dieu ait son âme, Mustapha Cherchari, qui avait été militant FLN pendant la guerre d'Algérie et ensuite qui était aussi un des membres de la gauche prolétarienne et un des fondateurs du mouvement des travailleurs arabes. Et ça va être un des leaders de cette grève de la Sonacotra. Et là, on va voir que beaucoup de gauchistes vont abandonner les travailleurs de la Sonacotra, sauf des organisations maoïstes, il faut le dire, qui n'étaient plus donc la gauche prolétarienne, mais d'autres organisations maoïstes sur lesquelles on pourra revenir. Notre ami Sylvain pourra en dire un mot, puisque son père en était. Et ensuite, ce sera Talbot. Alors voilà, donc on pourra y revenir dessus, mais j'aimerais revenir sur les années 80. Vas-y. Écoute, je parle beaucoup, si tu as des non, mais apparemment tu as un truc à vouloir dire sur les années 80. Parce que je me suis dit, pourquoi il n'enchaîne pas sur Talbot et tout, mais tu veux dire quelque chose sur les années 80. Talbot, on avait déjà dit un mot, non ? Il me semblait. Alors Talbot, la grande grève de Talbot. Alors par contre, sur le déroulé des faits, toutes les victimes athlètes et policiers sont tués par le commando. Je ne trouve pas de source ou de témoignage indiquant autrement. Ils arrivent en hélicoptère à l'aéroport, pas en bus. Par contre, il est vrai que si l'assaut des policiers n'avait pas été foireux, le commando n'aurait pas pu abattre les otages. Et si les policiers n'avaient pas mené l'assaut non plus. Alors cette histoire, ils arrivaient à l'héliport. Voilà, c'est ça. Ils arrivaient à l'héliport en minibus. Ils arrivent alors en tout cas, l'assaut s'est déroulé alors qu'ils étaient, à ma connaissance, dans le minibus. Mais ça, c'est secondaire. C'est de sources ou témoignages indiquant autrement. C'est-à-dire que toutes les victimes, athlètes et policiers, sont tués par le commando. C'est absolument faux. Comment le commando aurait-il pu les tuer alors que le commando a lui-même été tué ? Je veux dire, comment ils se sont pas suicidés ? Non, c'est absolument faux. Non, justement, je suis désolé. Et il y a de... au niveau en gros, l'idée, ce serait qu'ils aient tué les otages parce qu'ils ont été attaqués. Alors, quand ils sont attaqués, le commando tire dans le tas sur tout le monde. Ouais. Autant sur les policiers, mais les policiers n'ont pas été tués, à ma connaissance. Il n'y a pas eu beaucoup de policiers qui ont été tués. Et voilà, c'est que le commando, il lance une grenade sur tout le monde. Enfin, il décide de s'auto-détruire même en même temps avec des grenades. Et il tire dans le tas. C'était le truc. Bien sûr. Alors, le chef du commando palestinien, dont la mère était juive d'ailleurs, dont le père était allemand, et dont l'épouse était une policière allemande, il faut le savoir. Alors, il y a un livre qui a été écrit sur... parce que le commando se revendiquait de Septembre Noir. Il y a un livre qui est écrit, et qui existe, qui s'appelle Septembre Noir, où les communiqués de l'opération sont disponibles. Ouais. Hein, et le chef du commando... On a donc retrouvé sur son corps, il avait prévu, parce qu'il savait qu'il n'y avait pas une grande chance qu'il en réchappe. Donc au cas où, il avait laissé sur son corps un témoignage, où il commençait par « Nous nous excusons auprès de la jeunesse sportive du monde. Nous aussi, nous aimons le sport, et nous aussi, nous aimerions faire partie de ces Jeux Olympiques. » Voilà comment il commençait. Il expliquait pourquoi l'opération et pourquoi effectivement l'usage de la violence. Il est en train de lire. Alors, tu as les Palestiniens et les otages dans un même bus. Comment tu veux qu'ils tirent sur les otages quand il y a les Allemands et les Israéliens qui leur tirent dessus ? Ah oui, non, il y a une grenade qui a été dégoupillée. Enfin, bon, toujours est-il que... En gros, ce qui aurait provoqué la panique, c'est que normalement, il devait y avoir
il y avait un accord qui était conclu. Oui. Et qu'ils ont vu qu'il y a eu une attaque. Ils se sont fait attaquer directement, évidemment. C'est ça qui va expliquer tout le reste de la violence, bien évidemment. Donc, je veux dire, et donc, du coup, les faits ont été, par contre, toutes les victimes, athlètes et policiers, sont tués par le commando. Mais le commando lui-même, il y a deux rescapés. On l'a déjà lu ce commentaire. Oui, il y a deux rescapés. Et ensuite, Israël va poursuivre tous les soi-disant commanditaires et organisateurs de l'attentat dans le monde entier. Et les abattre. Voilà. Et essayer de les assassiner. Enfin, et les assassiner pour certains. Voilà. Mais non, cette violence... alors, qui a tiré sur qui? Les Palestiniens, effectivement, ont fait feu à partir de ce moment-là sur tout le monde, sur aussi bien les otages, etc., mais en faisant fi de leur vie. Le but n'était pas pour eux de... Ils savaient très bien qu'ils avaient très peu de chances de réchapper, donc notamment le chef du commando. Le film de Spielberg est pourri. Excuse-moi, Spielberg n'a pas fait un film. Si, justement, il est pourri. Alors, l'idée principale, c'est que de toute façon... alors voilà, c'est ça. Alors c'était un peu compliqué. Je crois que le minibus devait les amener donc à l'héliport et de l'héliport, il devait aller à l'aéroport. Enfin bref, peu importe. C'est dans le minibus que ça s'est passé. Et en tout cas, toujours est-il que ensuite, il y a, je crois, 2 rescapés. Il y a des détournements d'avion pour obtenir leur libération. Bon, c'était l'époque où il y avait beaucoup de détournements d'avion. Ouais. Bon, bref, en tout cas. Toujours est-il que... À l'époque, il y avait beaucoup de détournements. Oui. Et puisque Leila Khaled, dont on aura peut-être l'occasion de reparler, qui est une femme extraordinaire, qui est toujours vivante, qui est une grande militante, a fait parmi les premiers détournements d'avion. Elle était au FPLP, justement, dont les opérations spéciales étaient dirigées à l'époque par Wadi Haddad, qui sera malheureusement empoisonné, enfin assassiné. Toujours est-il que Israël va donc poursuivre partout les soi-disant... Parce qu'il n'est pas sûr que tous ceux qui... Non, mais je voudrais juste... Alors, c'est vrai que... Imaginons même que la situation est très compliquée. C'est-à-dire que, imaginons, vous êtes un commando avec des otages, vous faites attaquer, il y a un mouvement de panique, en fait. C'est ça aussi que les gens ne veulent pas comprendre. Alors que même qu'il y avait un accord... On n'est pas en train de dire que c'est justifié ou pas. On n'est pas en train de dire que c'est justifié ou pas. On est en train de comprendre la situation. Et quel est l'élément qui a provoqué ce massacre? Ça a notamment été... C'est l'attaque de la police allemande avec Israël. Qui a rompu l'accord. Bien sûr. Bien sûr. Sinon, Mais quel aurait été l'intérêt L'attaque des policiers, c'était aussi pour tuer les terroristes ou Non, les policiers voulaient tirer sur les terroristes et récupérer les otages. Sauf qu'on l'a dit, ils étaient très mal formés. Ces tireurs d'élite, on a même dit que c'était pas du tout des tireurs d'élite, que c'était n'importe quoi. Il y a eu toute une affaire ensuite, un scandale là-dessus sur la façon dont ça a été géré. Mais en tout cas, le but des policiers allemands était de tuer les dits entre guillemets terroristes, le commando palestinien, et de récupérer les otages. Sauf que voilà, maintenant allez voir quelle balle a tué qui. Allez voir maintenant, parce que évidemment il n'y a pas eu d'enquête sérieuse qui a été faite. Évidemment le but était un procès à charge contre les Palestiniens et personne. Mais je vous dis, il est intéressant, si des gens sont abonnés aux archives du Monde, de retrouver le journal Le Monde du jour même. Et il y a un déroulé qui était à peu près correct de ce qui s'est passé. Et ça a été repris par... Voilà. Donc cette opération de Munich était en fait destinée... Alors, et en plus, cela était conforme à la doctrine donc, de Golda Meir qui disait « Nous ne négocierons jamais avec les terroristes ». Et donc, ils ont bien fait semblant de vouloir négocier et donc, ils ont trompé. Voilà un petit peu... On va revenir sur... On en revient aux années 80. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai éclairci par rapport à Munich. Mais ça a été très important dans l'histoire politique française. Donc on voit bien que ça déborde, puisque c'est ça qui va donner un coup d'arrêt à ce développement de la gauche prenne. Et on se demande ce qui aurait pu se passer si jamais, enfin c'est toujours pareil, on fait la politique fiction. Aux années 80, eh bien, je voulais revenir dessus parce que il y a eu première rupture entre le prolétariat, on va dire prolétariat immigré et prolétariat français, extrême gauche française, Munich. Ensuite, il y a eu la grève de la Sonacotra qui n'a pas été soutenue comme il fallait par la suite. Je me souviens de la fin de cette grève qui a été terrible. Et ensuite, Talbot, les grèves de Talbot, où là encore, le prolétariat immigré va se retrouver totalement isolé et abandonné. On ne va pas revenir dessus, mais il y a des choses qui ont été écrites là-dessus. Pourquoi ils n'ont pas soutenu le foyer Sonacotra? Pourquoi ils ont été... Alors, parce que
cette idée, voilà, je le dis toujours, mais l'union de la gauche a été terrible. On est en pleine union de la gauche. On s'achemine vers les élections présidentielles. Hein, et il y a cette grande grève qui traîne des foyers Sonacotra, qui embête tout le monde. Comment la gauche n'est pas du tout prête à s'engager aux côtés de l'immigration. Ouais. C'est déjà l'époque où on commence à parler de produisons français, travaillons français au Parti communiste. D'accord, avec des relents chauvins, pour pas dire plus. Hein. Et donc, les immigrés sont considérés comme quantité négligeable. De toute façon, ils ne votent pas. Hein, bien que ça fasse partie des propositions du programme commun, le droit de vote pour les immigrés. D'accord. Mais en tout cas, voilà, ils sont abandonnés à leur sort. Et ça va se terminer par un grand camp, parce que faut que je vous dise que les travailleurs immigrés, refusant de payer les loyers, grève des loyers des foyers Sonacotra, parce qu'ils estimaient que les loyers étaient trop élevés par rapport... Oui. Il y a des gens qui ne connaissent pas les foyers Sonacotra. Alors, les foyers Sonacotra, c'est avec un C. Sonacotra, c'est en un seul mot. Ouais, avec un C. Ouais. S-O-N-A, hein, C ensuite. C-O-T-R-A. C'était les foyers de travailleurs, c'était les foyers où travaillaient, où étaient logés la plupart des travailleurs immigrés. Hein, la plupart des travailleurs immigrés étaient logés. Alors, il y avait les bidonvilles, si on veut. Les bidonvilles ont été démantelés au début des années 70. Et il y avait ces foyers de travailleurs Sonacotra qui étaient souvent dirigés par des anciens de l'Algérie française, d'ailleurs, il faut le dire. Hein. Des gens qui s'y connaissaient avec les Arabes, pour ne pas dire plus. D'accord. Et c'était des foyers... alors bon... les chambres étaient vraiment exiguës. Souvent, on y habitait une chambre prévue pour une personne, c'était 3 personnes, parce qu'il fallait bien loger les frères qui étaient là, les copains qui n'avaient rien. Et donc, les travailleurs, estimant que ces foyers étaient des foyers casernes, ils étaient fliqués par, souvent, je vous dis, les concierges de ces foyers, les dirigeants des foyers qui travaillaient avec la police, etc. etc. Eh bien, ces travailleurs en ont assez. Société nationale de construction pour les travailleurs algériens. Oui, parce qu'au début, c'était prévu pour les travailleurs algériens. Et au début, il y avait même une intervention du gouvernement algérien. Hein, et au niveau des fonds. Mais très rapidement, il n'y avait pas que des Algériens dedans, hein, bien évidemment. Et le problème, c'est que ensuite, oui, justement, j'en discutais avec un copain hier dont le père y était. Son père disait, mais c'est Boumedienne qui a fait ça. C'est pas exactement... Enfin... Il y avait eu des fonds, je crois que l'Algérie avait participé à cela, mais le problème c'était la gestion de ces foyers, qui étaient devenus des foyers casernes, des véritables foyers casernes où les travailleurs étaient fliqués, etc. Et donc voilà, donc ils décident, ces travailleurs, de faire grève des loyers, et ça va être une grève extrêmement importante. Où la police cherchait les leaders, où les leaders étaient cachés dans des coffres de voitures pour aller au congrès clandestin, etc. Non mais vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Aidé par des militants français d'extrême gauche, donc des militants qui étaient ex-GP, mais qui avaient décidé de continuer à travailler avec les travailleurs immigrés. Hein, il y en avait quand même. Hein. Je dois le dire, on a parlé de Dominique Grange, c'est une femme qui est formidable, qui est toujours active aujourd'hui, hein, qui était une chanteuse. Et c'était la grande chanteuse de la gauche prolétarienne, et c'est elle qui chantait cette chanson « Nous sommes tous des fédayines » d'ailleurs. Enfin bref, une chanteuse, nous sommes tous des fédayines, qui était une très belle chanson de soutien à la révolution palestinienne, qui était nous sommes tous des fédayines, nous sommes tous des fédayines. Je connaissais pas du tout. Des renégats, des détourneurs d'avions et des renégats. Nous libérerons la Palestine, nous libérerons la Palestine. Voilà, c'était ça. Et toujours est-il que donc les travailleurs décident de faire cette grève, et grève des loyers, qui va être très suivie. Et comment le gouvernement... C'est elle ? Dominique Grange, absolument. D'accord. Ouais. Et le gouvernement comment va-t-il réagir ? Il va réagir en faisant expulser les travailleurs. En faisant expulser les travailleurs des foyers. Les travailleurs occupaient les foyers en faisant grève des loyers. Les CRS interviennent dans beaucoup de foyers. Et donc, du coup, les travailleurs se retrouvent donc à la rue. Et ils vont faire un camp de tentes. Et ils vont habiter dans des tentes. C'est terrible. Et je me rappelle que ce sont les dernières images, dont je me souviens de ce camp de. Et il y a dans les images de l'INA, vous savez, on retrouve interview entre autres de Mustapha Cherchari, si quelqu'un peut la trouver. C'est extraordinaire, Mustapha Cherchari, qui était un rescapé du 17 octobre, qui a été jeté à la Seine. J'ai eu l'honneur d'être son ami dans les années 80, à la fin. Et qui était un type extraordinaire, Mustapha Cherchari, qui était une grande figure.
qui avait tout fait, qui avait fait la guerre d'Algérie, qui était rescapé du 17 octobre, qui avait ensuite été... voilà, on a beaucoup de destins comme ça, fabuleux de ces travailleurs militants. Et qui étaient vraiment des vrais militants, avec une abnégation extraordinaire. Et toujours est-il que cette grève va se terminer. Elle se termine par un camp de tente du côté du Bourget ou du côté de Saint-Denis, je ne sais plus où. Il y a des images de l'INA qui les montrent. Et Mustapha, qui était évidemment que Dieu ait son âme, qui était très pro-palestinien, disait voilà, nous sommes comme les Palestiniens dans un camp de tente, comme les Palestiniens l'étaient depuis 1948. Voilà, il y a cette analogie avec les Palestiniens. Non, il n'est pas mort, les gens, vu qu'il a continué. Il demande si c'est un des morts par les fachos dans la Seine. Non, il a réchappé. Et on avait fait une très belle interview avec lui où il nous racontait, une interview très émouvante, où il nous racontait que, le 17 octobre, comment il est parti de son foyer de travailleurs immigrés de Saint-Denis. Il était dans un foyer de travailleurs justement à Saint-Denis. Et comment il a alors c'était pas encore la Sonacotra, hein, et comment il a rejoint la manif, comment il a été arrêté, jeté à la Seine. Les policiers lui demandaient s'il savait nager, et vous connaissez l'histoire, hein, et s'il savait nager, on les attachait, et on les rouait de coups, on les balançait à l'eau. Mais s'il disait qu'il ne savait pas nager, on les attachait pas, on les bourrait de coups de crosse pour faire vite, et puis on se disait, ils savent pas nager de toute façon, et puis complètement assommés par les coups de crosse, ils vont se noyer. Et lui, il leur a fait croire qu'il ne savait pas nager, ils l'ont bourré de coups de crosse, ils l'ont balancé à l'eau. Or, il savait un petit peu nager. Il a réussi à rejoindre la rive en sang, etc. Et il est retourné et il n'a jamais retrouvé les camarades avec qui il était parti du foyer, d'ailleurs. Ouais. Il les a jamais retrouvés, vivants. Et bon, bah voilà. Alors, et sur la grève de Sonacotra, ça s'est soldé par quoi? Par une victoire? Par mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Vraiment. Alors, de par son organisation, elle est un exemple. Il y a eu des revendications qui ont été satisfaites, pas toutes. Entre autres, il y avait surtout la baisse des loyers. Et surtout ça a été satisfait ou pas? Alors, il faudrait voir au cas par cas, parce que voilà, normalement, c'était des tarifs qui étaient unifiés, hein, pour tous les foyers sur la Cotra. Et là, il faudrait voir effectivement ce qui avait été obtenu. Et malheureusement, je ne crois pas. Ouais. Malheureusement, je ne crois pas. Puisque la gauche, puisque la fin, ça s'est terminé un petit peu en eau de boudin, puisque tous les foyers ont été expulsés, et puis ensuite il y avait une réinscription au cas par cas pour retrouver une chambre dans les foyers. Et est-ce que c'était à cette époque-là le scandale du Parti communiste qui avait bulldozer ou pas? C'était dans ces trucs-là ou pas? C'était à la fin. Oui. C'était à la fin. À Vitry, le bulldozer de Vitry. Effectivement, où il y avait un foyer de travailleurs maliens. Oui, parce que le Parti communiste avait à cette époque-là pris un pli assez chauvin. Ouais. Mais on se rappelle de la déclaration de Marchais qui tourne beaucoup, notamment dans les milieux soraliens et tout. C'est sur l'immigration. On ne comprend pas pourquoi il y a de l'immigration alors qu'il y a autant de chômage. Oui, c'est ça. De mettre en parallèle, alors que c'était complètement stupide. Genre, ça n'a pas du tout. D'ailleurs, ça me fait penser, les gens, demain, on sort une vidéo, un Juste Wissam, sur cette question, sur l'immigration et la gauche, le marxisme. Est-ce que très bien. Vraiment l'immigration, d'un point de vue marxiste, c'est un problème, et on essaie de vous expliquer pourquoi. Sur l'histoire de l'armée de réserve du capital. Oui, voilà, qui est très soralien, d'ailleurs, c'est un argument soralien. Alors, au contraire, en plus, sans vouloir empiéter sur votre émission, au contraire, c'est que les luttes, c'est que les travailleurs immigrés ont été au devant des luttes. Ouais. Et ils ont été au devant des luttes. Et par exemple, la grande majorité des travailleurs immigrés étaient des OS. Ce qu'on appelait des ouvriers spécialisés, qui ont comme particularité justement de ne pas être spécialisés. Pardon. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que reverse pas de mots, là. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des tâches répétitives. Mais ces grèves d'OS ont un effet d'entraînement pour tout le monde. Et c'est incroyable de prétendre que c'est une armée de réserve du capital. D'abord, c'est très méprisant. Alors, en plus...
Mais en plus, même, veut dire, l'idée d'armée de réserve du capital, c'est pas d'attaquer l'armée de réserve du capital, c'est d'attaquer le capitalisme qui évidemment. produit cette armée de réserve du capital. Évidemment. Non, parce que je veux dire, c'est un peu pour vous montrer l'exemple, et on en parle en fait, on va en parler dans la vidéo, c'est un peu l'exemple de la machine. Je veux dire, la machine va aussi créer plus de chômage et tout, mais ça veut pas dire qu'il faut s'opposer à la machine. La machine pourrait être positive dans une société pour moins travailler, c'est juste que le capitalisme fait en sorte de, comme ça va amener plus de concurrence entre les travailleurs. Bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça, c'est même très ancien. Hein. Et même à une époque où on ne parle pas encore de capitalisme, même à la fin du Moyen-Âge, hein, on a, lorsqu'on va développer les métiers à tisser, etc., beaucoup de travailleurs vont s'insurger contre, etc. Donc cette façon de jouer sur les travailleurs les uns contre les autres, c'est très ancien. Et je dis bien avant même le capitalisme, même à l'époque de l'économie de manufacture. Et toujours est-il que Youssef était déjà là. Youssef était déjà là, absolument. N'oubliez pas que je fais de l'histoire et que les historiens, c'est intemporel. On a tout connu, on était partout, tout le temps, depuis toujours. Et donc, du coup, alors, pourquoi parler d'armée? Alors, je voudrais juste répondre à Yoshiro. Pas forcément d'accord pour la machine, mais tu n'as pas compris mon propos. Il n'est pas de dire que toutes les machines sont bonnes, mais veut dire dans une logique, tu ne vas pas interdire. C'est pas l'automatisation, c'est pas ça réellement le problème. C'est la manière dont le capitalisme utilise la machine. C'est pas la machine le problème. C'est-à-dire la machine, l'automatisation, tu pourrais en servir pour émanciper les humains du travail dans une société socialiste, tu vois. Mais le problème, c'est comment c'est utilisé dans le capitalisme. C'est pas la machine elle-même qui est nuisible, c'est l'utilisation que tu en fais. Bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment, c'est l'utilisation qu'on en fait. En termes, la machine, normalement, est libératrice, d'une façon ou d'une autre. Hein. Et si effectivement le travail posté peut être remplacé par des machines, même des automates, ce n'est pas le problème. Mais dans le cadre d'une organisation du travail socialiste, les choses se passeraient différemment. Dans le cadre d'une organisation du travail capitaliste, les travailleurs sont jetés à la rue. Ouais. Et là, on peut dire qu'ils sont remplacés par la machine. Normalement, le progrès devrait profiter à tout le monde. Ouais. Tandis que dans le cadre d'une économie capitaliste, ce n'est pas le cas. Ouais. Dans le socialisme, ce serait différent, évidemment. Ouais. Et d'ailleurs, il n'est que de voir comment la machine a été utilisée dans les pays de l'Est, et en Allemagne de l'Est notamment. Cette machine n'a pas provoqué du chômage massif en Allemagne de l'Est, puisqu'en Allemagne de l'Est, le travailleur était la base de la société, il était garanti d'avoir un emploi. Dans tous les cas. Non, mais c'est ça qui est un peu fou, c'est qu'on est de plus en plus dans l'utilisation de la machine, dans l'automatisation, et en même temps, on travaille toujours plus. Je veux dire, alors que, s'il y avait un truc un peu plus égalitaire, on pourrait travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. On revient sur. Ouais, ok. On revient sur. On parlait de quoi? Oui, sur le grève Sonacotra et le PC, et qui à l'époque, il y a eu t'as des altercations avec des militants du PC, vous voyez. Toi, t'étais dans quel milieu à cette époque-là? Au début au moment de la grève des Talbots, etc. Ouais, des années 80 et tout. Alors voilà, donc à l'époque, moi je l'avais dit l'autre jour, je ne suis pas dans une organisation, enfin je suis dans des milieux politiques, pas organisation en tant que telle. On va dire plutôt cercle, parce que ce n'était pas du niveau d'une organisation, mais je suis dans des cercles d'extrême gauche radicale, et je l'avais dit, je fais partie d'une revue qui s'appelle la revue Subversion, hein, et nous sommes très critiques vis-à-vis... Toto. Non, pas du tout Toto, justement, je l'ai dit, surtout pas Toto. Et surtout pas Toto, j'ai toujours une grande défiance par rapport au Toto, et je ne suis pas pour des actions comme ça, débridées. Bon, non, des choses ont été faites, on va pas tout raconter, mais la question n'est pas là. La question est que je suis donc dans une extrême gauche radicale, c'est vrai, et cette extrême gauche radicale fait partie d'un ensemble qui prône l'action révolutionnaire armée, c'est vrai. C'est quoi les totos, les gens? On fera une émission d'Abanu Max autour de l'autonomie, c'est en préparation, des mouvements autonomes. L'autonomie. Vous inquiétez pas, on va traiter de ces c'est un peu compliqué. En Italie, ça n'a pas eu la même. Oui, en France, ça n'a pas eu la même. En fait, la difficulté, c'est les autonomes en France, les autonomes en Italie, les autonomes en Allemagne.
Voilà. On peut dire qu'en aussi Italie, tous c'était les- autre chose. En tous les Italie, titres- en Italie, ça a eu une autre Oui. gueule, comme on dit, hein. Ça Et avait- puis même, va dire beaucoup de Toto, quand on va dire Toto, beaucoup de gens vont penser au Black Bloc, alors c'est pas forcément, pas tous les Toto ne sont Black Bloc et tout. Oui, donc, c'est un peu voilà. complexe. On va En tout faire. cas, moi, je suis pour une révolution communiste à l'époque, qui ferait donc usage de la violence révolutionnaire, parce qu'à l'époque, on ne voit pas comment une révolution pourrait se faire sans violence révolutionnaire. Et c'est vrai que nous sommes partisans de cela. Et donc, quand nous allons donc à Talbot, je fais partie d'un petit groupe, mais enfin c'est très modeste, hein, d'un petit groupe qui apportons de solidarité aux travailleurs. Nous avons pénétré nous sommes entrés dans l'usine qui était encerclée par les fascistes, hein, par les fascistes de la CSL, un syndicat d'extrême droite, syndicat maison comme on disait, hein, fait par la direction de Talbot, et avec les CRS, etc. Et je me souviens donc de l'ambiance à l'intérieur de l'usine, qui était aussi une ambiance d'assiégés, encore de Palestiniens, parce que la Palestine était toujours présente, et les travailleurs disent nous sommes assiégés comme les Palestiniens à Beyrouth en 82. Bon, enfin comme les Palestiniens à Beyrouth, hein. Et donc du coup, Et tu leur as pété la on est gueule en on 82. demande Comment? Tu leur as pété la gueule À qui? Bah aux fachos, aux Mais syndicats. moi, je ne pète la gueule à personne. Moi, je suis un pacifiste. Même quand nous prenons la lutte révolutionnaire armée, voilà, c'est tout. Le problème n'est pas de frapper des gens. Bon. Et de toute façon, nous ne sommes pas là pour raconter notre guerre, mais pour donner des faits d'ensemble. Mhm. Et toujours est-il que dans l'usine Talbot, on a pu constater les conditions de travail, je vous l'avais dit, les conditions de travail avec ces travailleurs qui priaient sur des bouts de carton entre les machines, hein. Je me rappelle les travailleurs qui avaient faim, évidemment, on avait tous faim dans l'usine, et qui ont pillé la cantine de l'usine. Ouais. Non mais là tu parlais de prier sur des bouts de carton. J'ai l'impression que c'est un peu pareil maintenant, hein. Je veux dire, c'est très 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 mal vu de prier. Ah bah. Moi, tu prends, je crois qu'il y avait des témoignages sur la RATP et tout. Je sais que d'un coup il y avait un soupçon de radicalisation au sein de la RATP parce que dans les WC ils avaient trouvé une bouteille d'eau. Oui, Je veux exact. dire, le degré de dinguerie quoi. Ouais. Alors bon, toujours est-il que voilà, donc à Talbot, c'était vraiment... Non, ce qui est terrible à Talbot, c'est aussi cette grande solitude des travailleurs. Donc à chaque fois, c'est cette grande solitude des travailleurs immigrés. C'est ça que nous constatons, que je constate une nouvelle fois à l'époque à Talbot, et surtout ce déferlement de haine de la part du pouvoir français, de l'Union de la gauche, y compris du Parti communiste. Il y a eu l'affaire du bulldozer de Vitry, où des militants communistes ont défoncé l'entrée du foyer de travailleurs à Vitry pour dénoncer le fait que les foyers de travailleurs sont tous dans des villes communistes. D'accord ? Bah, bien évidemment qu'ils sont dans des villes communistes. Ils ont détruit un foyer, l'entrée d'un foyer de leur ville Au bulldozer. pour montrer que tous les foyers, mais c'est con. Non, pour dire l'État pourrait installer les foyers Dans de travailleurs d'autres immigrés villes. dans d'autres villes, dans des villes de droite. D'accord. Ouais, mais c'est con en fait. Mais ça veut dire d'abord qu'il n'y a plus cet internationalisme. Ouais. C'est la rupture totale, puisqu'on décide que les travailleurs là... Alors qu'ils pourraient en faire, tout en disant d'en mettre aussi dans des villes de droite, ils pourraient en faire une fierté. Bah, bien évidemment. Voilà, d'accueil. Ce serait là une vision réellement prolétarienne des choses. Ouais. Mais au lieu de ça, on a un chauvinisme qui est absolument proprement terrible. Et ensuite, il y aura Robert Hue. Ça, vous le savez, quelqu'un en disait, Robert Hue, dirigeant communiste aussi, qui après marchait. Lui, ce sera à Montigny-les-Cormeilles. Robert Hue qui maintenant est macroniste. Hein. Ah oui, complètement macroniste, qui ensuite a tout vendu. C'est lui qui a liquidé le Parti communiste à l'époque, après Marchais, et qui lui, dans sa ville, auparavant dans sa ville à Montigny-les-Cormeilles, eh bien, il a organisé une manifestation, de la population sous les fenêtres d'une famille de Marocains. Déclarant que, sous prétexte qu'un des fils dealait du hashish, donc Robert Hue a fait venir toute la population pour manifester sous les fenêtres, pour exiger... C'est ouf, hein. C'est complètement dingue, pour exiger l'expulsion de cette famille qui a été expulsée, qui s'est retrouvée à Gennevilliers. Donc de Montigny-les-Cormeilles. C'est vraiment attirer la colère populaire sur une famille. En plus, Absolument. Absolument. Alors évidemment, la drogue, etc., tout ça, c'est un problème.
mais voilà comment on entendait régler les choses. Il s'agit évidemment, on voit bien que ce sont tous ces renoncements qui progressivement vont faire le lit du Front National. Alors au début, on prétend lutter contre le Front National, mais en fait non, on voit bien qu'on a un rapport de concurrence jusqu'à aujourd'hui. Comment Roussel, il suffit de prendre certaines déclarations pendant la campagne électorale de Roussel, qui déclarait que lui, Roussel, il parlait aux travailleurs, aux classes populaires en tout cas, et que Mélenchon parlait aux franges radicalisées des quartiers périphériques. On est dans cette même vision du prolétariat qui serait divisé entre un prolétariat autochtone, français, bien blanc, etc., et puis un prolétariat immigré que l'on peut piétiner comme l'on veut. Hein. Et alors, si je m'éloigne un peu, Youssef, parfois c'est juste pour ne pas être sur le... Ah oui, d'accord. Comme ça, sur le chat. Donc, ces années 80, on est en plein là-dedans, on est en plein dans toutes ces problématiques. Donc, à la fois je le dis bien, de cette revue Subversion. Cette revue Subversion qui va subir donc la répression, je l'avais dit l'autre jour, qui va subir la répression, puisqu'à l'été 82, il va y avoir toute une campagne d'attentats à Paris en soutien à la révolution palestinienne. Je le dis et je le répète, aucun de ces attentats n'a ciblé des civils. Aucun de ces attentats. Alors on peut penser ce qu'on veut de la violence révolutionnaire, c'est bien, c'est pas bien, etc. Mais il n'y a eu aucune victime civile, sauf un attentat antisémite qui se déroule au Marais contre un restaurant qui s'appelle le restaurant Goldenberg, dont les tenants et aboutissants sont très obscurs jusqu'à aujourd'hui. Sur les commanditaires et les exécutants de cet attentat. C'était un attentat pourquoi ? Alors, c'était un attentat, soi-disant, pour venger Sabra et Shatila. Il y avait eu les massacres de Sabra et Shatila. Ils ont visé un restaurant. Ah, carrément, ils ont tiré dans le tas, dans un restaurant juif du quartier du Marais. Oui, absolument, c'était clairement antisémite. Ouais, voilà. Et d'autant plus que, je le dis, que les Palestiniens et les organisations révolutionnaires n'ont jamais ciblé de civils, je le dis bien, je le répète, sauf en Palestine occupée, c'est autre chose, où les problématiques sont différentes, mais en tout cas jamais à l'extérieur. Et par contre, ce qu'il faisait, c'est une organisation, et j'attire vraiment l'attention sur cela, faire bien la différence, une organisation qui s'appelle le Fatah Conseil révolutionnaire, Fatah CR, Fatah Conseil révolutionnaire, qui était une scission du Fatah palestinien, dirigé par quelqu'un qui s'appelle Abou Nidal, qui au départ se voulait plus révolutionnaire que Arafat, et qui ensuite est devenu l'ennemi juré d'Arafat, et a passé son temps à assassiner des membres du Fatah d'Arafat. Faut quand même le savoir. Et cette organisation Abou Nidal, qui va se mettre au service de tous les régimes arabes les plus réactionnaires, notre opinion est qu'en fait elle a été instrumentalisée également par Israël. Il y a beaucoup de sources qui aujourd'hui le disent, notamment des journalistes tout à fait intéressants, spécialistes de la question, et aurait été manipulée. Alors, on n'en dit pas plus, on va pas rentrer, on va dire complotiste, etc. Mais l'attentat de Goldenberg, comme par hasard, un attentat qui est, on va dire, lâche, odieux, imbécile, antisémite, on est bien d'accord, n'apportait absolument rien aux Palestiniens, et au contraire, avait comme effet de ramener les choses finalement dans le camp impérialiste et israélien, puisque on a prétendu que c'était les Palestiniens, c'était pas les Palestiniens, on ne sait pas qui est-ce qui l'a fait. Ça n'a pas été revendiqué par quelqu'un. T'éloignes pas trop toi par contre, parce que d'accord. Voilà. L'attentat parce qu'après tu es plus sur l'écran. Petit à petit, je t'ai vu t'éloigner. Ça n'a pas été revendiqué par quelqu'un. Alors ça a été, je crois que ça n'a même pas été revendiqué par Abou Nidal, mais on pense vraiment que c'est le groupe Abou Nidal qui a fait cela. C'est quoi Abou Nidal ? Alors le groupe Abou Nidal, c'est le groupe dont je parlais, c'est un groupe terroriste, et là j'emploie à dessein l'expression terroriste. Je ne l'emploie pas évidemment pour les autres organisations palestiniennes. Le groupe Abou Nidal, c'est une organisation dite palestinienne, mais qui en fait, a fait beaucoup d'attentats contre des juifs de façon indistincte, et aussi contre des Palestiniens contre le Fatah d'Arafat. Et je dois quand même dire que Abou Iyad, qui était le numéro 2 des Palestiniens, ou le numéro 3, le responsable des services secrets, a été assassiné par le groupe Abou Nidal. Il a été assassiné par le groupe Abou Nidal à Tunis. D'accord.
Et enfin, Merci ouais, voilà. Pizzigo Ocho, bravo pour ce son de droite et l'image de qualité, surtout bravo à vous, ça fait trop plaisir de vous écouter, merci. Et pour le son, pour l'image et tout, c'est grâce à vos dons. Vous voyez où ça va vos dons, on peut acheter du matos. L'équipe technique est venue tout lundi pour essayer de régler les problèmes et voir comment faire avec 2 caméras. Là, on a acheté des matos pour faire des streams avec plusieurs caméras. Maintenant, on va essayer d'acheter. Le prochain objectif, c'est d'acheter une 3e caméra pour pouvoir 3 plans, parce que là, on n'en a que 2. Mais déjà, 2, c'est 2 fois plus que ce qu'on faisait d'habitude. Voilà, donc merci à vous pour les dons. Merci, merci. Alors, tout ça pour dire que cet attentat de Goldenberg, alors ces attentats de l'été 82 vont être déterminants aussi, et ça va entraîner des vagues d'arrestations. On arrête tout le monde. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que nous sommes nombreux à avoir été arrêtés. Et d'ailleurs, c'est depuis cette époque que je tiens à le dire, nous sommes nombreux à ne pas pouvoir pénétrer dans des pays comme les États-Unis et autres. Il faut le savoir. Voilà, nous sommes tricards dans un certain nombre de pays. Et, je ne pourrais pas te répondre, voilà. Sniper. Alors donc, du coup... tu pourras parler un jour du conflit entre le Hamas. On en parlera un jour, Hamas et Fatah. Bien sûr. Mais pas aujourd'hui, mais bien évidemment, parce que c'est très très important. Donc, moi, je suis belge et en Belgique, on avait un sacré PC, Parti communiste belge, qui vient de la gauche du PS. Et le POC, les exclus du PS ont fondé le PCB. Alors là, c'est l'histoire belge, je ne connais pas. Assez agréable et assez anticolonialiste, voire décolonial. Là où le PS était plutôt des collabos et aussi le mouvement associatif de Belgique. Et à Bruxelles est souvent fait par les travailleurs immigrés. Après, je connais pas trop. Oui, non, mais c'est vrai que l'histoire de la Belgique est très différente de l'histoire française. On a un PS en France qui est proprement un PS impérialiste. Il faut vraiment le savoir, hein, qui est très impérialiste. Je dis pas impérialiste. Je rappelle Mitterrand pro Algérie, Algérie française. Bien sûr, bien évidemment. Hein. Et comment donc du coup. Du coup, il faut avoir ça en tête. En Belgique, l'histoire est quand même différente. Alors, Guy Mollet en France pour évidemment 56, c'est Guy Mollet qui va réellement déclarer la guerre d'Algérie réellement, parce que c'est lui qui va mobiliser les appelés pour la guerre d'Algérie. Et voilà. Donc le PS en France est une force vraiment du côté de l'impérialisme. Même s'il y avait une gauche du PS à l'époque, ce qu'on appelait le CRS là avec j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Mais d'ailleurs, là, il y a quelqu'un qui dit no hot PS. C'est quelqu'un du PS. Justement, est-ce que on pourrait dire quand même que depuis les élections, il y a un petit changement au sein du PS qui est un peu positif, en ayant viré tous les, tu vois? Oui, c'est Chevènement, pardon. Oui, c'est Chevènement qui était le dirigeant. Ça s'écrit pas comme ça, par contre. Oui, ça s'écrit pas comme ça. Qui était la gauche du PS, c'était le CRS. Hein. Il ne veut pas répondre à la question, les gars. À quelle question? Celle que je t'ai posée. Si, j'y réponds tout à fait. Il y a eu un changement. Ouais. Il y a eu un changement où on peut dire que la fraction la plus caricaturale du PS, en quelque sorte, hein, les Julien Drey, etc., ont été Hollande, dégagés. Cazeneuve. Oui, ont été dégagés. Et ça, c'est une fragile, quoi. Très bonne chose. Hein. C'est une très bonne chose. Voilà, ça reste un petit peu fragile. Et voilà, et on a quand même là, c'est quand même une petite satisfaction. Ouais. Hein. On a quand même une petite satisfaction. Mais pour en revenir à l'époque, le PS a fait énormément de dégâts dans les années 80. Ouais. Énormément de dégâts sur le front de l'anti. Alors, il ne s'agit pas uniquement de la répression, je l'ai dit, des luttes ouvrières immigrées de Talbot, Poissy, mais aussi Aulnay, etc. Parce que nous sommes aussi allés voir les travailleurs en lutte à Aulnay à l'époque. Beaucoup de travailleurs marocains, de jeunes travailleurs marocains, qui étaient des étudiants au Maroc, des lycéens, et qui arrivaient en France, devenaient des travailleurs tout simplement, étaient obligés de travailler à l'usine pour pouvoir gagner leur croûte, hein, et qui étaient très pro-palestiniens aussi. Je me souviens d'eux. Ils avaient tous des kéfiers palestiniens et c'était des types formidables. Donc voilà, le PS va réprimer les luttes ouvrières de l'immigration, pas que de l'immigration, mais il va essayer de faire un consensus, de se refaire un consensus sur le dos de l'immigration. C'est à ça que ça sert, hein, l'immigration. Bah justement, ça va revenir un peu et on se fait encore 15 minutes, Christophe. On se fait encore 15 minutes, Youssef, ça te va? Il y a une question qui va me permettre de te poser une question. C'est le PS a déjà fait des trucs bien. Et justement, je voudrais parler de la victoire de Mitterrand. C'est 80, non? Oui, non, 81. 81. Oui. Je sais, et peut-être que tu vas pouvoir en parler, qu'il y a eu notamment au sein de l'immigration, il y avait quand même un vrai espoir autour de celui qu'on appelait Tonton. L'espoir était surtout, on l'a dit, l'espoir était surtout le droit de vote.
Ça faisait partie des propositions du programme commun, le programme commun qui est mis en place par le parti socialiste, le parti communiste, les radicaux de gauche. Et dans ce programme commun, il y avait le droit de vote pour les immigrés. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'à l'époque, ça aurait pu marcher. Ouais. Hein, à l'époque, ça aurait pu marcher. À l'époque, il y avait une bonne fraction de la population qui était tout à fait favorable et dans la foulée. Et c'est ce qu'on reproche beaucoup au PS de ne pas l'avoir fait dans la foulée. Parce qu'ensuite, le Front National, on sait bien, va se développer. Mitterrand va utiliser, va instrumentaliser le Front National pour affaiblir la droite. Donc, va laisser se développer le Front National. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et donc, le PS, à ce moment-là, aurait pu avoir, disons, le fondement colonialiste, l'ADN colonialiste est revenu. Tu vas mettre... L'ADN colonialiste est revenu plus fort que jamais. Et donc le PS n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Est-ce que je me trompe pas, il avait bien un surnom de tonton Absolument. Tonton, et non seulement... Tu veux que je mette en silencieux? Non, et comment... excusez-moi. Voilà. Et donc du coup... beaucoup de gens avaient des espoirs sur lui, avec certains espoirs sur Mitterrand, etc. Alors j'aimerais quand même, dans ces années 80, parce qu'on n'avance pas beaucoup, hein, mais dire un mot sur Georges Ibrahim, puisque c'est à cette époque que Georges Ibrahim va être arrêté. Donc d'abord en 84, il va être arrêté, donc accusé d'être un des organisateurs d'un certain nombre d'attentats réalisés par les FARC, Fraction Armée Révolutionnaire Libanaise. Il sera condamné ensuite, il est arrêté en 84, il sera condamné en 86, une première fois, à quelques années de prison. Il aurait dû être libéré, vu un arrangement qui avait été fait avec l'Algérie, puisque officiellement il avait un passeport algérien lorsqu'il a été arrêté. Ouais, et donc à l'époque, c'est vrai, il était protégé par l'Algérie. Mais ensuite, eh bien, la France va tromper cet accord et sur pression des États-Unis va le faire recondamner en 87. En 87, il va être recondamné à la prison à perpétuité. Disons qu'il a terminé sa peine depuis 99, puisqu'en France et en Union européenne, la perpétuité, ça n'existe pas, la perpétuité réelle. Il aurait dû être libéré en 99, il ne l'a pas été. Il ne l'a pas été et donc il entame aujourd'hui, il est dans sa 38e année de prison. 38 ans de prison. Le plus ancien prisonnier politique d'Europe. Voilà ce que je voulais dire. Alors ces années 80, elles sont donc empreintes de... Il a quel âge là? De dépit. Il a 71 ans. D'accord. Il a 71 ans, il est né en 51. D'accord. 1951. D'accord. Ouais, il a passé la moitié de sa vie en prison, quoi. Ah, plus de la moitié même maintenant. Ouais. Il était instituteur. Georges Ibrahim au Liban. Il était militant. On lui a trouvé maintenant qu'il aurait aussi eu un rôle dans l'exécution de l'ambassadeur américain en 1976 au Liban. Il faut savoir que le Liban est en pleine révolution à l'époque. Hein. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que c'est un petit peu ces années 80 qui sont empreintes de beaucoup de dépit. Et puis avec la naissance... surtout pour détourner l'attention des SOS Racisme. Il faut en dire un mot, qui va jouer un grand rôle comme instrument du Parti Socialiste pour détourner les luttes de l'immigration, pour empêcher cette autonomie des luttes de l'immigration. C'est surtout cela. Il y avait eu la marche pour l'égalité en 83. Le Parti Socialiste était absolument affolé à l'idée que la jeunesse, ce qu'on appelait la seconde génération à l'époque, puisse s'organiser de façon indépendante. Et donc c'est comme ça qu'on va lancer avec Julien Drey, etc., BHL et d'autres, Marek Alter et d'autres. Et c'est comme ça que va être lancé donc SOS Racisme. Les années 80, pire décennie pour la gauche. Alors, pour la vraie gauche, absolument, puisque c'est là que la gauche est morte. On peut dire que c'est dans les années 80 que la gauche, en tout cas, est morte. Hein, et ensuite, eh bien, les conséquences... Alors, ça va être terrible parce que c'est aussi la fin des illusions. Alors, est-ce que vous, à l'époque, SOS Racisme, déjà... Après, c'est plus les années 80, SOS Racisme? Bah bien sûr. Bah oui, puisque l'autre jour, rappelle-toi, tu avais même évoqué cette histoire de notre altercation un petit peu. C'est là, c'est à cette période avec Harlem Désir? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah avec Harlem Désir, on s'est tous retrouvés devant l'ambassade d'Afrique du Sud. Il y avait l'apartheid encore à l'époque en Afrique du Sud. Et donc on se retrouvait devant l'ambassade d'Afrique du Sud pour protester, pour dénoncer l'apartheid. Est-ce qu'il y avait des antiracistes qui ont déménagé en Afrique du Sud?
Ah oui, comme la fameuse Wiesmann. Mais tu sais, j'y ai pensé parce que j'ai essayé de lui faire une réponse. Je t'ai dit, elle m'a bloqué sur Twitter. Nous parlons d'Iana Wiesmann, sociologue, qui entend donner des leçons d'antiracisme aux militants français, mais à partir de Tel Aviv. Ouais. Où elle a J'ai envie de dire, si ta priorité c'est l'antiracisme, tu as déjà assez à faire. Il y a déjà assez à faire, oui, en Palestine occupée. Et donc, tu es devant tu es devant l'apartheid, tu es devant le consul de l'ambassade d'Afrique du Sud. L'ambassade d'Afrique du Sud. Oui, et puis nous sommes tous là, nous sommes beaucoup de militants, antiracistes issus de l'immigration, de toute l'immigration du Maghreb, etc., algériens, marocains et autres, et puis aussi beaucoup de Guadeloupéens avec nous, d'un mouvement dont j'ai parlé la fois dernière, le mouvement populaire pour une Guadeloupe indépendante, le MPJ, avec Georges Faisan, etc. Mais Georges Faisan n'est pas là à ce moment-là. Et on se retrouve tous. Et SOS Racisme, à l'époque, se targuait aussi de dénoncer l'apartheid d'Afrique du Sud. En oubliant que Tonton, justement, Mitterrand, eh bien, en fait, à l'époque, faisait du business avec l'Afrique du Sud, notamment au plan nucléaire, etc., par en dessous. Et donc, en flagrante violation du boycott international de l'Afrique du Sud. Parce que ceux qui disent que le boycott, c'est pas bien, etc., BDS, oublient que quand même, l'Afrique du Sud, il y avait un boycott officiel. Ouais. Et dans ce cas-là, l'Afrique du Sud, on trouvait que c'était normal. Personne disait que c'était pas normal. Et qu'on faisait pression, à l'époque, vous faisiez pression sur plein de pays pour qu'ils le fassent, parce qu'il y en avait beaucoup, surtout dans le Nord, qui était très réticent à l'idée de boycotter l'Afrique du Sud. Quoi. Bien sûr, mais c'était un boycott officiel, y compris des Nations Unies. Donc, mais il me semble que par exemple l'Angleterre et tout, on tardait quand même à boycotter. Mais bien évidemment, y compris la France, évidemment qu'ils traînaient des pieds. Donc c'était assez étonnant de voir SOS Racisme, qui était une créature du Parti Socialiste, eh bien, protester contre l'apartheid d'Afrique du Sud, alors que le Parti Socialiste, enfin le gouvernement Mitterrand et autres, eh bien, par en dessous, eh bien, traînait des pieds et rechignait et même faisait du business avec l'Afrique du Sud. On s'est donc retrouvé devant cette ambassade et nous avons aussitôt dénoncé SOS Racisme en disant que c'était un instrument du Parti Socialiste, du gouvernement, qui était là pour détourner l'attention, faire illusion, d'accord. Et puis disons que c'est parti en échauffourée. Tu t'es battu avec battu, non, je me suis retrouvé face à Harlem Désir. Je me suis retrouvé face à Harlem Désir et il y avait les CRS qui étaient là. Et les CRS qui étaient là, évidemment, pour contrôler ce rassemblement qui était autorisé, mais bon. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les CRS, voyant, c'est parti en live, comme disent les jeunes. Plus personne dit ça, mais ok, vas-y. Des coups ont été échangés des deux côtés. Ouais. Et moi, je me retrouve devant Harlem Désir et on est en train de s'invectiver, etc. Moi, je l'invective aussi, etc. Et là-dessus, un CRS surgit et gaz Harlem Désir, pensant que c'était lui le fauteur de troubles. Remarquez, c'était pas plus nous le fauteur. Et donc, voilà, c'est tout. Et donc, c'était assez... Tu lui as pété la gueule à Harlem Désir. Non, c'est le flic. Non, pas du tout. C'est le flic qui l'a gazé. Donc moi, j'ai réussi à m'échapper. On a réussi à s'échapper. Mais enfin, il y a eu toute une bagarre rangée, en fait. Une bagarre rangée entre nos militants et Harlem Désir. Oui, c'est ça. Ils ont dû voir un noir et ils ont exactement. Le type, il a vu un noir. Il s'est dit, c'est lui le problème. Et voilà. Donc voilà, c'était un peu le truc. Mais on était très, très opposés à SOS Racisme, je le dis. Très très opposé, d'autant plus que SOS Racisme avait en son sein... Merci Julien Termitant, merci beaucoup pour ton 9e mois d'abonnement, merci. Comment le SOS Racisme refusait de soutenir les Palestiniens, évidemment, prétendait que c'était pas une affaire qu'on pouvait régler à Paris. Par contre, pour l'Afrique du Sud, ça on pouvait le régler à Paris. Alors c'est ce que nous disions, mais il y a une hypocrisie là. Vous dites que vous ne pouvez pas parce que c'est trop loin, on disait... Leur expression, c'était on ne peut pas régler les problèmes du Moyen-Orient sur les rives de la Seine. L'expression consacrée. Et on disait par contre, les problèmes d'Afrique du Sud, vous pouvez les régler sur les rives de la Seine. Et ils peuvent foutre la merde dans tout le monde à partir des rives de la Seine aussi. Oui, c'est ça qui est assez étonnant. Oui. Vous pouvez foutre la merde à partir des rives de la Seine, mais pas les régler. Mais bien sûr, mais exactement. Exactement, et c'était cette hypocrisie. Et donc, le SOS Racisme a été très rapidement considéré comme une organisation qui était sioniste. Alors, non seulement comme ça, mais aussi parce que même à la tête de SOS Racisme, il y avait des sionistes officiels. Il y avait Éric Guébali, qui était responsable de l'UEJF, qui était une organisation d'étudiants juifs, mais très sioniste, qui ne s'en cachait pas. Éric Guébali, qui était admirateur de l'armée israélienne, que je connaissais en plus.
Ça Voilà. floute encore là, les gens. Normalement, là, ça devrait être clair, non? Là, normalement, c'est clair. Vas-y, vas-y. D'accord. Donc voilà. Donc un petit peu ce que je veux dire. Et cette décennie des années 80 est terrible, d'autant plus que c'est la fin de l'URSS. Alors non pas que nous ayons, enfin que nous soyons des nostalgiques, la question n'est pas là, c'est aux soviétiques de le dire, mais la place que l'URSS tenait dans le monde était telle qu'elle, en tenant tête à l'impérialisme états-unien, hein, eh bien, elle permettait à beaucoup de luttes dans le tiers-monde d'avoir une respiration. D'avoir une respiration. Et c'est parce que l'URSS, à l'époque, dans les années 80, eh bien, va avoir une direction qui va relancer l'aide à beaucoup de mouvements de libération dans le monde. Et voilà. Et donc, la chute de l'URSS, alors on peut voir ça comme étant quelque chose de positif pour beaucoup, hein. C'est la chute du mur, ensuite 89, ensuite la chute de l'URSS. Mais aussi pour beaucoup de mouvements de libération dans le tiers-monde, ça a été une catastrophe, je le dis, hein. Donc, il aurait peut-être fallu Parce que que cette réforme de Gorbatchev, si Gorbatchev, si tant est qu'on ait pu y croire, réussisse, hein. Parce Mais que en fait, il y a l'effondrement a été une catastrophe. beaucoup de pays qui jouaient en fait sur cette confrontation entre l'Est et l'Ouest pour tirer un peu leur épingle du jeu, quoi. Ben, oui, ben, beaucoup de pays, mais en tout cas, oui, mais les Palestiniens entre autres, parce que Ouais, bien sûr, qui jouaient sur les. bien sûr, pour tous les mouvements. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'URSS, la question n'est pas là, hein. Mais ça a été une catastrophe pour de très nombreux mouvements. Mhm. Pour Cuba, bon, on le sait bien déjà, parce que Cuba Mais va se retrouver encore plus isolé. pour moi, j'ai l'impression que ça a vraiment mis quasiment un coup d'arrêt à toutes les utopies Oui, marxistes et tout. l'Afghanistan aussi, je suis d'accord, hein, Ouais. tout à fait. Oui. À toutes les utopies marxistes et tout, en mode bon bah voilà, ça marche pas. Et j'ai l'impression que là, ça revient petit à petit. Genre, il y a un regain d'intérêt pour le marxisme, pour Oui. les gauches radicales et tout. Ah Mais bah, que vraiment, la oui. fin de l'URSS, c'était en mode bah Mais voilà, tu as ils tout ont à, gagné quoi. mais tu as La tout, fin de l'histoire de de Fukuyama. Fukuyama, la fin de l'histoire, et tu as tout à fait raison. La guerre du Golfe aurait été impossible si l'URSS avait été là. La guerre contre l'Irak, et on sait, on en reparlera une autre fois, mais alors là, il faudra vraiment dire tous les problèmes du Moyen-Orient, et pas que du Moyen-Orient, et y compris Daesh, etc., ça vient quand même, hein, de cette invasion de l'Afghanistan, de Ouais. cette invasion de l'Irak par les armées de la coalition. En 90, hein, en août 90. Et c'est quelque chose qui est rendu possible par le fait qu'à l'époque, l'URSS est devenue complètement paralysée et ne va pas s'opposer à cette guerre contre l'Irak au Conseil de sécurité. Elle aurait pu. Si l'URSS avait été encore l'URSS de l'époque, Mhm. elle aurait simplement mis son veto et Bush père n'aurait pas pu. Et toutes les conséquences, toute la configuration même mondiale, au Moyen-Orient et ailleurs, provient de cela. La France est partie prenante dans cette guerre, ne l'oublions pas. Et alors l'Afghanistan, oui, moi je pense que l'Afghanistan a été un véritable piège pour l'URSS. L'Afghanistan a été un véritable piège pour l'URSS, on pourra revenir dessus, c'était une catastrophe, bien évidemment. Voilà. Euh, Eh ben, écoute, moi je te propose qu'on arrête là pour oui, aujourd'hui. Et dans 2 semaines, on commence par la fin des années 80 et le oui, début des années la fin de 90. l'URSS. Et avant de se quitter, est-ce que vous étiez pas un peu naïf par rapport au SOS racisme, mais est-ce que vos camarades de gauche, eux, avaient un bon rapport avec Mais c'était un des reproches que nous faisions. Alors, quand je dis nous, à cette époque-là, moi je fais partie d'un groupe qui est essentiellement indigène, on dirait aujourd'hui. Ouais. Qui est essentiellement indigène, avec quelques militants français qui sont avec nous, c'est la vérité. En français, nous sommes français aussi, je sais bien, mais Ouais, quelques voit ce que blancs, tu on va veux dire, dire, quelques hein, blancs, oui, voilà. admirables. Certains, je les revois d'ailleurs, que je revois aujourd'hui. Hein. Mais nous sommes surtout un groupe de militants issus du monde arabe, issus du Moyen-Orient, issus Ouais. du Maghreb. Et donc, on est extrêmement critique par rapport à l'extrême gauche française, qui en général a de bonnes relations avec SOS Racisme, et notamment, je le dis bien, la LCR de l'époque, qui intégrera même la direction des SOS Racisme, qui essaiera d'entrer dans SOS Racisme, etc. Ils n'ont pas du tout la même vision que nous des SOS Racisme, qui pour nous est un instrument de la contre-révolution, enfin de la contre-révolution, en tout cas un instrument contre-progressiste, hein, qui est entre les mains du PS pour torpiller les luttes de l'immigration, les luttes autonomes. D'accord. Hein. Et ça, faut vraiment le dire. Le PS, il y a une grande répression à l'époque, il y a beaucoup de crimes policiers, etc. Il y a les interventions du PS en Afrique, il y a la Kanaki.
Nous étions aussi extrêmement solidaires Oui, c'était à du cette peuple kanak, époque-là, absolument. Nous avons beaucoup où il y a eu milité les Kanaks qui ont été tués là. dans la grotte d'Ouvéa. C'est les années 80. Oui, oui, tout à fait. Ah bah, on Bien sûr, parlera de tout ça. bien sûr, On parlera bien de tout sûr. ça la prochaine fois. Ouais, il y a plein de trucs dans les années C'est 80. énorme. C'est le grand virage, à mon avis. Ouais. Alors, Hobsbawm, l'historien Hobsbawm, Eric Hobsbawm, je vous demande de lire ses livres. Ah oui. Hein, l'historien. Hosbawn là. il y a Ouais, M. Hobsbawm, Eric Hobsbawm, l'ère des extrêmes. Ouais. Hein, et voilà. Mais en tout cas, les années 80, c'est vraiment le grand tournant. Hein, la décennie 80, c'est le grand tournant. Puisque, et je finirai là-dessus, c'est aussi tout ce dépit par rapport au militantisme. Il y a un discrédit qui est jeté contre le militantisme d'extrême gauche qui est effroyable, notamment par le journal Libération, qui va se faire le chantre de ce qu'on appelle la soft idéologie. Si vous avez l'occasion, pour bien vous rendre compte de cette époque, lisez un livre. Alors, ce ne sont pas des gens de gauche, je suis désolé, qui l'ont écrit. Promis, tonton Youssef, je vais faire tout ce qu'il est possible de faire pour que le PS devienne anticolonialiste. Et en tout cas, Inch'Allah. Il faut lire absolument. Voilà, mais Ahmed, merci. Merci, ouais, Ahmed, c'est comme ça, Hobsbawm. Et il faut lire absolument un livre. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le trouver. Pas totalement. Je crois que c'est pas totalement comme ça que ça s'écrit. Là, c'est je suis pas totalement sûr. Je sais pas, peut-être qu'il a vérifié. Eric Hobsbawm. Enfin, vous le trouvez facilement, l'ère des extrêmes. Voilà. Et en tout cas, lisez absolument un livre qui s'appelle La soft idéologie de Huyghe et Barbès. Ce sont les deux auteurs. Or, ce sont plutôt des journalistes de droite. Bon, pas d'extrême droite, hein, mais vous allez rigoler parce qu'ils décrivent bien D'accord, l'époque. excuse-moi. Ce sont des gens de droite, mais ils décrivent bien à l'époque comment à l'époque des gens de gauche vont renier la gauche, vont renier le marxisme, et au nom de ce qu'on appelle une soft idéologie, hein, c'est-à-dire une sorte d'idéologie molle où on n'affirme plus les choses, hein, où on est extrêmement, on dit toutes les idées se valent, etc., etc. Et le journal qui vraiment va développer cela, c'est Libération, avec notamment un philosophe qui s'appelle Gilles Lipovetsky. Oui, Lipovetsky, c'est un immense marxiste, effectivement. Oui. J'avais lu un livre sur il parlait des délinquants, de la mafia et tout. Je sais plus comment ça s'appelle, que j'avais beaucoup aimé. Tu sais, de proto-organisation un peu. Les primitifs de la révolte, voilà, les primitifs de la révolte. Un excellent livre, les primitifs de la révolte, où il analyse tout ce qui est un petit peu la marge qu'on pourrait appeler la délinquance, les bandits, les brigands, etc., sous un angle marxiste. François Cusset, tu connais la décennie, le grand cauchemar des années 80 ? Non, je ne connais pas. Une malédiction pas du Marx sur le RSS. Pourquoi pas. Faut qu'on y réfléchisse. Alors on va... La soft idéologie, hein, n'oublie D'ailleurs, pas. sur le truc de soft idéologie, c'est dans les années 80, les gens que... en fait, c'est la fin des organisations politiques, notamment de la gauche radicale, révolutionnaire et tout. Et en fait, on a l'émergence pour faire un peu face à ça, à l'associatif et au caritatif, notamment les restos du cœur. Ah, tu as parfaitement raison. Alors ça pouvait partir d'un bon sentiment. Oui, c'est un bon sentiment. Fois, en fait, mais ça a tué le politique. Voilà, et ça consiste en fait non plus à vouloir changer l'État, mais à vouloir combler un peu les lacunes de l'État. Et l'État est en mode, bon bah tant mieux. Je veux dire. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui vient nous casser les couilles, il vient nous combler les trucs. Mais bien sûr, c'est tout le développement du caritatif, et ça a été une catastrophe. Et dans tous les pays. Hein. Alors ce serait bien que vous rameniez une biblio dans 2 semaines, c'est promis. Non mais si. Dans 2 semaines, je l'imprimerai, je la montrerai comme ça. Voilà. D'accord. Non mais c'est sérieux. Non mais il faudra qu'on fasse sur le Discord de tous les gens une biblio. C'est sérieux. Je vous donnerai personnellement une biblio, notre biblio de l'époque. Parce que c'est vrai que c'est important, il faut absolument glorifier les livres et mettre à l'honneur les livres, parce que les gens lisent de moins en moins. Il y a quantité de livres là, on voit le prof. Qui étaient tout à fait intéressants. Voilà. Dites-moi les gens, où est-ce que je vous raid. Je ne sais pas qui c'est qui est en ligne, il y a qui en ligne, on va aller voir et on va s'arrêter. Le Discord est encore accessible? Bah oui, bien sûr qu'il est encore accessible. Je ne sais pas si quelqu'un peut mettre le lien du Discord. Cassez-vous. Qui c'est que je vais vous envoyer de vers où? Je vous envoie chez Drapi, ça vous va chez Drapi? Allez, je vous envoie chez Drapi. Merci à vous. Alors attendez, le temps que je fasse le stream. Oui, on pourra conseiller aussi des films. Des films à conseiller? Ah oui, bah oui, on pourrait dire les films de l'époque aussi, parce qu'il y a quand même un certain nombre de films, quelques films quand même qui étaient assez... Et voilà, merci tout le monde, merci. Merci à vous de nous avoir écoutés.
Salut la grande asperge. Au loin, là-bas, le bonjour au kangourou. Je sais pas quelle heure il est là-bas. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous déjà demain. Super, ça fait plaisir, la grande asperge. Demain à 20h30 Merci Azadi. à Ouzalem, je sais plus le nom, je suis désolé, mais l'émission avec avec nos amis juifs, amis les militants juifs décoloniaux. Alors c'est un peu flou, rapproche-toi un petit peu. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà, il y aura un problème de focus qu'il faudra que je règle. Donc demain 20h30 et ensuite le rendez-vous avec Youssef, c'est dans 2 semaines, la prochaine émission avec Youssef. Et samedi, mais les raids marchent. Samedi, on a rendez-vous à midi, plutôt vers midi 30 avec Selim Aola Mazé. Voilà, le monde ici. On est bon, c'est ça. Et samedi, rendez-vous le temps de midi avec Salim Nadi pour parler des anti-Dutch. Donc je rappelle, ce sont les antifascistes pro-israéliens et pro-américains. On discutera de tout ça. Merci et à demain, Inch'Allah. Salut tout le monde, salut. Au revoir à tout le monde et merci de votre écoute.